En cette nuit de noces, Tristan Montgomery s'attendait au devoir. Ivy Caldwell, elle, s'attendait à la douleur. Ce qu'aucun d'eux n'avait prévu, c'était l'instant où il découvrirait les cicatrices qu'elle dissimulait sous la soie et la dentelle, des marques racontant une histoire que personne n'avait jamais pris la peine de lire. Dans cette chambre froide et silencieuse, quelque chose bascula. Une question resta suspendue dans l'air comme une volute de fumée, un mariage bâti sur l'obligation pouvait-il devenir ce qu'aucun d'eux n'osait espérer? C'est ici que leur histoire commence. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, merci de cliquer sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de porter des histoires qui émeuvent les gens. Le parfum des roses blanches emplissait la cathédrale, épais et entêtant, presque suffocant dans sa perfection. Tristan Montgomery se tenait devant l'autel, la mâchoire serrée, les épaules rigides sous ce costume noir sur mesure qui coûtait plus cher que ce que la plupart des hommes gagnaient en une année. Les vitraux projetaient des éclats de couleurs fracturés sur le sol de pierre cramoisie, saphir, or mais rien de tout cela ne parvenait à réchauffer la froideur qui flottait dans l'air. Le silence était lourd, brisé seulement par le bruissement occasionnel des robes de soie et le murmure étouffé des invités qui observaient avec des yeux curieux et jugeurs. Ivy Caldwell remontait l'allée centrale d'un pas mesuré, chaque mouvement calculé pour dissimuler le tremblement qui menaçait de s'emparer de ses jambes. La robe de mariée, un chef-d'œuvre de dentelle française et de perles brodées à la main, pesait sur ses épaules comme une armure qu'elle n'avait pas choisi de porter. L'étoffe effleurait sa peau avec une douceur qui contrastait brutalement avec la dureté de ce que ce jour représentait. Elle gardait le regard fixé droit devant elle, évitant les visages familiers qui la dévisageaient, ces visages qui savaient, qui avaient toujours su, mais qui n'avaient jamais posé de questions. Son père, le sénateur Caldwell, marchait à ses côtés avec la posture droite d'un homme habitué à négocier des vies comme s'il s'agissait d'actions en bourse. Il ne la regardait pas, il ne la regardait jamais. Pour lui, Ivy n'était qu'une pièce de plus sur son échiquier politique, une monnaie d'échange pour sceller une alliance avec la puissante famille Montgomery. Et elle avait appris, au fil des années, à ne rien attendre d'autre de sa part. Lorsqu'Ivy atteignit enfin l'autel et que ses yeux rencontrèrent ceux de Tristan pour la première fois de la journée, elle y vit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Le vide. Pas de mépris, pas de désir, pas de curiosité, juste un vide profond, comme si lui aussi était là pour purger une peine qu'il n'avait pas choisie. Elle déglutit difficilement, sentant l'amertume de la bile monter dans sa gorge. La cérémonie fut impeccable. Chaque mot prononcé par le prêtre résonnait entre les murs anciens de la cathédrale avec une solennité qui semblait se moquer de la farce dont tout le monde était témoin. Tristan répéta ses vœux d'une voix stable, mais dénuée d'émotion. Ivy fit de même, sa voix sortant plus faible qu'elle ne l'aurait voulu, presque un murmure qui se perdit parmi les bancs de bois sombres. Lorsque le prêtre annonça que Tristan pouvait embrasser la mariée, il y eut une pause. Une seconde. 2. 3. Le silence s'étira, inconfortable, jusqu'à ce que Tristan se penche, ses lèvres effleurant brièvement le front d'Ivy, et non sa bouche. Un geste qui aurait pu sembler tendre aux observateurs lointains, mais qui, pour elle, n'était qu'une confirmation de plus. Il ne voulait pas d'elle, et elle ne pouvait pas l'en blâmer. Des applaudissements polis remplirent l'espace alors qu'ils se retournaient pour redescendre l'allée, désormais mari et femme. La main de Tristan reposait légèrement sur la sienne, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce contact. Ce n'était que protocole, que façade. Le trajet vers Montgomery Hall fut une torture silencieuse. À l'intérieur du luxueux carrosse, tapissé de velours bordeaux et orné de détails dorés, Ivy s'assit aussi loin que possible de Tristan, le corps pressé contre la portière, comme si elle voulait fusionner avec le bois et disparaître. Le bruit des sabots des chevaux contre les pavés était le seul son, hormis leur respiration retenue. Tristan regardait par la fenêtre, observant les rues de Londres défiler dans un flou de bâtiments victoriens et de lampadaires allumés. Il pouvait sentir la tension émaner d'Ivy comme des vagues de chaleur un jour d'été, mais il ne savait que dire. Que dit-on à une femme que l'on vient d'épouser par obligation, une femme dont il connaissait à peine le nom jusqu'à ce que son père annonce l'arrangement entre les familles, 3 semaines plus tôt? « Avez-vous froid » demanda finalement Tristan, sa voix tranchant le silence comme une lame. Ivy tressaillit, comme tirée de pensées profondes et troublantes. Elle tourna lentement son visage vers lui, ses yeux, d'un brun si foncé qu'il paraissait presque noir dans la pénombre de la voiture, croisèrent les siens un bref instant avant de se détourner à nouveau. « Non » répondit-elle, sa voix à peine audible. Un mensonge.
Elle tremblait, et ils le savaient tous les deux. Tristan retira sa veste et la lui tendit, un geste simple qui semblait porter plus de poids qu'il ne le devrait. Ivy hésita, ses doigts planant dans l'air un instant avant d'accepter finalement le vêtement. Elle s'enveloppa les épaules, sentant la chaleur résiduelle de son corps imprégnée dans le tissu, mêlée à une odeur de cèdre et de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier, quelque chose de profondément masculin et troublant. « Merci », murmura-t-elle. Le silence retomba sur eux, plus dense maintenant, chargé de non-dits. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Montgomery Hall, Ivy dut réprimer un hoquet à la vue de l'imposant manoir qui se dressait devant elle. C'était une structure majestueuse, haute de 3 étages en pierre grise, percée d'immenses fenêtres reflétant la lumière dorée du soleil couchant. Des jardins parfaitement entretenus s'étendaient dans toutes les directions, et une fontaine de marbre crachait une eau cristalline au centre de l'allée circulaire menant à l'entrée principale. C'était beau et terrifiant. Tristan descendit le premier et tendit la main pour l'aider. Ivy accepta, ses doigts touchant les siens par nécessité, non par choix. Lorsque ses pieds touchèrent le sol de pierre, elle sentit ses jambes manquer de se dérober, mais se força à rester droite. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Pas ici. Pas maintenant. Le personnel était aligné à l'entrée, visage poli et professionnel, saluant le nouveau couple avec des révérences et des sourires retenus. Ivy pouvait à peine enregistrer leur visage. Tout semblait flou, lointain, comme si elle observait la scène à travers un voile d'eau. « Je vais vous conduire à vos appartements », dit Tristan, sa voix formelle, presque impersonnelle. Ivy se contenta d'hocher la tête. Ils gravirent le grand escalier de marbre, leurs pas résonnant dans le vaste hall silencieux. Les portraits des ancêtres Montgomery observaient d'en haut avec des expressions sévères, comme s'ils jugeaient chacun de ses mouvements. Ivy gardait les yeux fixés droit devant, refusant de regarder ces visages morts qui semblaient connaître tous ses secrets. Lorsqu'ils atteignirent le 3e étage, Tristan s'arrêta devant une double porte en chêne sombre. Il l'ouvrit, révélant une chambre spacieuse et élégamment décorée. Un lit à baldaquin dominait le centre de l'espace, couvert de draps de soie blanche et d'oreillers brodés. Une cheminée allumée crépitait doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés de papier peint aux tons ivoire et or. « Voici votre chambre, » dit Tristan. Et Ivy remarqua quelque chose d'important dans ces mots. « Votre chambre, pas notre chambre. »« Et la vôtre ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. « Au bout du couloir, » répondit-il en faisant un geste vague vers la gauche. « Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne vous dérangerai pas ce soir. » Ivy ressentit un soulagement si intense qu'il la fit presque vaciller. Mais avec le soulagement vint autre chose, une pointe de sentiment qu'elle ne pouvait nommer. Humiliation, gratitude, confusion. « Vous n'êtes pas obligé de m'aimer, » dit alors Tristan, sa voix basse et ferme, ses yeux bleus fixés sur les siens avec une intensité qui lui fit oublier de respirer une seconde. « Mais j'exige de l'honnêteté. » Ivy cligna des yeux, assimilant ces mots. Honnêteté. Quel genre d'honnêteté attendait-il d'elle alors qu'elle avait passé sa vie entière à cacher qui elle était vraiment? « Je comprends, » dit-elle finalement, bien qu'elle ne fût pas sûre de comprendre quoi que ce soit. Tristan hocha la tête, fit un pas en arrière et, sans un autre mot, se tourna et partit, refermant doucement la porte derrière lui. Ivy resta debout au milieu de la pièce, seule pour la première fois depuis son réveil ce matin-là. Le silence était assourdissant. Lentement, elle marcha vers la fenêtre et regarda les jardins en contrebas, maintenant baignés par la lumière argentée de la lune qui commençait à se lever à l'horizon. Elle était une épouse désormais, mais elle ne se sentait pas comme telle. Elle se sentait comme une prisonnière dans une cage dorée, et la nuit, cette nuit qu'elle craignait plus que tout, était encore à venir. La nuit était complètement tombée sur Montgomery Hall, et avec elle un lourd silence qui semblait aspirer tout l'air de la chambre d'Ivy. Elle se tenait devant le miroir en pied, ses mains tremblantes tenant l'ourlet de la robe de mariée qu'elle portait encore. La lumière dorée des bougies dispersées dans la pièce créait des ombres qui dansaient sur les murs, rendant la chambre plus petite, plus étouffante. On frappa doucement à la porte, la faisant sursauter. « Milady, puis-je vous aider à vous changer ?» La voix douce de Martha, la femme de chambre personnelle qu'on lui avait assignée, venait du couloir. « Non, » répondit Ivy trop vite, sa voix sortant plus dure qu'elle ne le voulait. « Merci, Martha. Je peux me débrouiller seule. » Il y eut une pause de l'autre côté de la porte, et Ivy put imaginer l'expression confuse de la servante. Quelle sorte de mariée refusait de l'aide pour sa nuit de noces? Mais Martha, formée à la discrétion attendue des domestiques des grandes maisons, répondit simplement.
Comme vous le souhaitez, milady. Je serai dans le couloir si vous avez besoin de moi. Ivy attendit d'entendre les pas s'éloigner avant de relâcher le souffle qu'elle ne s'était pas rendu compte retenir. Ses mains retournèrent à la robe et, avec des mouvements mécaniques, elle commença à déboutonner la rangée interminable de minuscules boutons de perles qui couraient le long de son dos. Chaque bouton libéré semblait être un poids levé de ses épaules, mais la rapprochait aussi du moment qu'elle redoutait le plus. La robe tomba enfin en une cascade de tissus et de dentelles à ses pieds, la laissant vêtue seulement de la combinaison en soie blanche qu'elle portait en dessous. C'était une pièce délicate, presque transparente, brodée de minuscules fleurs autour de l'encolure. Elle avait été choisie par la couturière comme appropriée pour une nuit de noces, quelque chose censé être beau, séduisant, féminin. Ivy la détestait. Elle regarda son reflet dans le miroir et, un instant, ne reconnut pas la femme qui la dévisageait. Son visage était pâle, presque fantomatique à la lueur des bougies, ses yeux creux et hantés, ses cheveux bruns foncés encore épinglés dans le chignon de mariage élaboré pesaient sur sa tête comme une couronne d'épines. Des doigts tremblants, elle commença à retirer les épingles une à une jusqu'à ce que les longues mèches tombent en ondulation sur ses épaules. C'était un soulagement physique, mais cela n'allégeait pas le poids qu'elle sentait dans sa poitrine, le poids de l'attente, de la peur, de la mémoire. Ivy ferma les yeux et prit une profonde inspiration pour essayer de se calmer, mais alors les souvenirs affluèrent, comme ils le faisaient toujours lorsqu'elle était seule et vulnérable. La voix de son père, froide et coupante, le sifflement de la ceinture fendant l'air, la douleur brûlante et aiguë qui lui faisait mordre sa lèvre jusqu'au sang pour ne pas crier. « Tu apprendras à te comporter comme une dame, Ivy, même si je dois te l'apprendre par la force. » Elle ouvrit les yeux brusquement, repoussant les souvenirs. Non, pas ce soir. Elle ne pouvait pas s'effondrer maintenant. Avec des mains toujours tremblantes, Ivy saisit la chemise de nuit en dentelle soigneusement pliée sur le lit, un autre cadeau de mariage, plus élaboré et révélateur que celle qu'elle portait. Elle la tint contre son corps, sentant le tissu doux et délicat entre ses doigts, puis la laissa retomber sur le lit. Non, elle ne pouvait pas. À la place, elle marcha vers l'armoire et attrapa un simple peignoir en coton blanc, glissant ses bras dans les manches et nouant la ceinture à sa taille, serrée, comme si cela pouvait la protéger de ce qui allait arriver. Ivy s'approcha de la coiffeuse et s'assit, prenant la brosse en argent pour commencer à peigner ses cheveux avec des mouvements lents et méthodiques. C'était une tentative pour se calmer, pour gagner du temps, pour repousser l'inévitable. Mais chaque fois que la brosse passait à travers les longues mèches, elle sentait le tissu du peignoir effleurer son dos, et la sensation lui rappelait ce qui était caché là, les cicatrices, de fines lignes blanches et roses qui zébraient sa peau selon un motif irrégulier. Certaines anciennes et fanées, d'autres plus récentes et encore visibles. Les marques d'années de punition que son père appelait des « corrections nécessaires ». Des marques qu'elle cachait sous des robes à col haut et des manches longues, sous des sourires polis et des silences bien entraînés. Des marques que personne n'avait vues, jamais. Un bruit venant du couloir la fit se figer. Des pas, fermes, qui approchaient. Le cœur d'Ivy s'emballa, battant si fort qu'elle pouvait le sentir pulser dans sa gorge. Elle lâcha la brosse, ses mains agrippant les bords de la coiffeuse si fort que ses jointures blanchirent. Les pas s'arrêtèrent devant sa porte. On frappa. 3 coups légers, presque hésitants. « Ivy ?» La voix de Tristan était basse mais claire à travers l'épaisse porte de bois. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Sa voix était piégée quelque part entre la peur et la panique. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il. Ivy ferma les yeux, luttant contre l'envie de hurler non, de verrouiller la porte, de s'enfuir par la fenêtre s'il le fallait, mais elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Elle était sa femme maintenant, et les épouses avaient des devoirs. Son père avait été très clair avant le mariage. « Tu feras tout ce qui est nécessaire pour maintenir cette alliance, Ivy. Ne me déçois pas. » « Oui », réussit-elle finalement à dire, sa voix sortant comme un murmure rauque. La porte s'ouvrit lentement et Tristan entra. Il avait troqué son costume formel pour quelque chose de plus simple, un pantalon sombre et une chemise blanche au premier bouton défi, révélant la base de son cou. Ses cheveux blonds foncés, auparavant parfaitement coiffés, étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. Il y avait quelque chose dans son expression, une tension autour de ses yeux, une ligne dure dans sa mâchoire, qui suggérait qu'il était aussi mal à l'aise qu'elle. Leurs yeux se rencontrèrent à travers le miroir, et Ivy sentit quelque chose d'étrange courir le long de son échine. Ce n'était pas de la peur, exactement. C'était plus complexe, plus confus. Tristan ferma la porte derrière lui, mais n'avança pas plus loin. Il resta là,
les mains dans les poches, comme s'il ne savait pas quoi en faire. Je ne suis pas venu pour. Pour ce que vous pensez, dit-il finalement, sa voix prudente, mesurée. Ivy se tourna sur sa chaise pour lui faire face directement, la confusion remplaçant brièvement la peur. Alors pourquoi êtes-vous venu? Tristan hésita, ses yeux bleus étudiant son visage avec une intensité qui lui donnait envie de se cacher. Parce que je pensais que nous devrions parler. Comme deux personnes qui vont passer le reste de leur vie ensemble. Parler, répéta Ivy, le mot sonnant étrange dans sa bouche, presque absurde vu la situation. Oui. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta, comme s'il approchait un animal effrayé. Je sais que ce mariage n'était le choix ni de l'un ni de l'autre, mais nous y sommes maintenant, et j'aimerais essayer de rendre cela supportable. Pour nous deux. Supportable. Quel mot intéressant. Pas heureux, pas aimant, pas même plaisant. Juste supportable. Ivy sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de la déception, car elle n'avait jamais rien attendu de différent, mais peut-être une confirmation douloureuse qu'elle ne serait jamais qu'un fardeau à endurer. Je comprends, dit-elle en se retournant vers le miroir, incapable de continuer à le regarder. Il y eut un long silence pesant, puis elle entendit ses pas approcher, plus près, toujours plus près, jusqu'à ce qu'elle puisse voir son reflet derrière elle dans la glace, grand et imposant, une présence qui dominait l'espace. Vous tremblez, observa Tristan, sa voix plus douce maintenant. J'ai froid, mentit Ivy, resserrant le peignoir autour de son corps. Ivy. La façon dont il dit son nom, utilisant pour la première fois son prénom seul, sans formalité, fit quelque chose d'étrange à son estomac. Regardez-moi. Elle ne voulait pas, mais lentement, à contre-cœur, elle se tourna une fois de plus sur sa chaise, levant les yeux pour croiser les siens. Tristan était plus proche qu'elle ne l'avait réalisé, assez proche pour qu'elle voie les détails qu'elle avait manqués durant la cérémonie, les petites rides autour de ses yeux, la fine cicatrice coupant son sourcil gauche, la façon dont sa mâchoire se contractait lorsqu'il réfléchissait. Je vous promets, dit-il, sa voix basse mais ferme, prononçant chaque mot avec soin, que je ne vous toucherai jamais sans votre permission. Jamais. Peu importe ce que la société ou nos familles attendent, vous avez ma parole. Ivy cligna des yeux, assimilant ces mots. Ils étaient si inattendus, si différents de tout ce qu'elle avait imaginé, qu'un instant, elle ne sut que répondre. Pourquoi, demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pourquoi feriez-vous cela? Tristan soutint son regard, et il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui semblait honnête, réel. Parce que j'ai vu la façon dont vous m'avez regardé à l'hôtel, et j'ai reconnu cette expression. Quelle expression? La peur. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux comme une confession. Ivy sentit les larmes lui brûler les yeux, mais se força à ne pas les verser. Elle ne pouvait pas pleurer, pas devant lui, pas devant quiconque. Mais alors quelque chose arriva, quelque chose qui changea tout. Le nœud de son peignoir, noué à la hâte dans sa précipitation et sa nervosité, commença à se défaire. Ivy s'en rendit compte une seconde trop tard, ses mains volant pour retenir le tissu, mais pas avant que le peignoir ne s'ouvre partiellement, glissant de l'une de ses épaules et exposant les cicatrices. L'air sembla soudainement aspirer de la pièce. Tristan se figea, ses yeux fixés sur son épaule nue, sur les lignes blanches et roses qui zébraient sa peau pâle comme des marques de fouet, parce que c'était exactement ce qu'elles étaient. Ivy remonta le peignoir avec force, se couvrant à nouveau, le visage brûlant de honte et d'horreur. Ne regardez pas, chuchota-t-elle, la voix brisée. S'il vous plaît, ne regardez pas. Mais Tristan avait déjà vu, et l'expression sur son visage, la façon dont ses traits se durcirent, dont ses yeux s'assombrirent, dont sa mâchoire se serra jusqu'à ce qu'un muscle y pulse, disait qu'il comprenait exactement ce que ces marques signifiaient. « Qui vous a fait ça ?» demanda-t-il, et sa voix était emplie de quelque chose qu'Ivy n'avait jamais entendu auparavant, une colère viscérale profonde contenue seulement par un fil de contrôle. Ivy secoua la tête, incapable de parler, les larmes s'échappant finalement pour couler sur ses joues. « Ivy » dit encore Tristan, et cette fois il y avait de l'urgence dans sa voix. « Qui vous a fait ça ?» Mais elle ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas forcer les mots à sortir, car l'admettre à voix haute rendrait tout cela trop réel, trop douloureux. Tristan s'agenouilla devant elle, se mettant à sa hauteur, et le geste fut si inattendu qu'Ivy cessa de respirer. « Vous n'êtes pas obligé de me le dire maintenant, » dit-il doucement, sa voix complètement différente du ton furieux d'il y a un instant. « Mais je vous promets, Ivy Caldwell Montgomery,
que personne, ne vous fera plus jamais de mal. Pas tant que je respirerai. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Ivy vit quelque chose chez Tristan Montgomery qu'elle n'avait pas prévu de voir. La sincérité. Le silence qui suivit la promesse de Tristan était épais, chargé d'émotions qu'aucun d'eux ne savait nommer. Ivy restait assise sur la chaise de la coiffeuse, les larmes encore humides sur ses joues, le peignoir fermement serré autour de son corps comme si ce morceau de tissu pouvait la protéger de toute la vulnérabilité qu'elle venait d'exposer. Tristan était toujours agenouillé devant elle, ses yeux bleus ancrés dans les siens avec une intensité qui semblait pénétrer chaque couche de défense qu'elle avait bâtie au fil des ans. « Je ne sais pas quoi dire », murmura finalement Ivy, la voix rauque. « Vous n'avez rien à dire », répondit Tristan en se relevant lentement. Il tendit la main, hésitant, comme s'il demandait une permission silencieuse avant de toucher une quelconque partie d'elle. « Puis-je » Ivy regarda la main tendue, confuse. « Pouvez-vous quoi ? Vous aider à vous lever ? Le lit sera plus confortable que cette chaise. » C'était un geste simple, presque banal, mais il y avait quelque chose qui troublait Ivy. Il demandait, il n'exigeait pas, ne présumait pas, il demandait, comme si le choix lui appartenait. Lentement, elle plaça sa main dans la sienne. La paume de Tristan était chaude, calleuse par endroits, les mains de quelqu'un qui connaissait le travail physique, pas seulement le luxe. Il l'aida à se lever avec précaution, comme si elle était une chose fragile qui pourrait se briser sous trop de pression. Lorsqu'Ivy fut debout, elle réalisa à quel point ils étaient proches, assez pour sentir la chaleur émanant de son corps, pour capter l'odeur de cèdre et de quelque chose de légèrement musqué qui semblait imprégner sa peau. Son cœur s'emballa, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la peur. C'était quelque chose de plus confus, de plus déconcertant. « Asseyez-vous », dit doucement Tristan en indiquant le lit d'un geste. Ivy obéit, s'asseyant au bord du matelas moelleux, les mains jointes sur ses genoux. Elle s'attendait à ce qu'il s'assoie à côté d'elle, qu'il tente quelque chose, n'importe quoi de ce qu'on lui avait appris à attendre d'un mari lors de la nuit de noces. Mais au lieu de cela, Tristan marcha vers le fauteuil près de la cheminée et s'y assit, maintenant une distance respectueuse entre eux. L'action était si inattendue qu'Ivy leva les yeux avec surprise. « Je ne vais pas vous toucher ce soir, » dit Tristan, comme s'il lisait dans ses pensées. « Ni demain, ni aucun autre jour tant que vous ne me le demanderez pas. »« Vous le demandez ?» répéta Ivy, les mots sonnant absurdes. « Les maris ne demandent pas la permission à leurs femmes. »« Ce mari-ci, si. » Il y avait une fermeté dans sa voix qui n'admettait aucune réplique. « Vous êtes mon épouse, Ivy, mais vous n'êtes pas ma propriété. Vous avez une voix, vous avez le choix, et je vais respecter cela. » Ivy le dévisagea, cherchant des signes de fausseté, un piège caché dans ses jolies paroles, mais tout ce qu'elle vit fut de la sincérité, et cela l'effraya presque autant que la perspective d'être forcée. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi êtes-vous gentil ?» Tristan se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux, les mains jointes. Pendant un long moment, il ne répondit pas, regardant simplement le feu crépiter dans la cheminée, les flammes dansantes se reflétant dans ses yeux. « Parce que je sais ce que c'est que d'être forcé de faire quelque chose contre sa volonté, » dit-il enfin, la voix basse. « Je sais ce que c'est que d'avoir chaque décision de sa vie prise par quelqu'un d'autre, et je me suis juré que si jamais j'avais du pouvoir sur la vie de quelqu'un, je n'utiliserais jamais ce pouvoir pour causer de la douleur. » Il y avait quelque chose dans ces mots, une couche d'expérience personnelle, de souffrance ancienne, qui fit réaliser à Ivy que Tristan Montgomery n'était pas simplement l'héritier privilégié qu'elle avait imaginé. « Que vous est-il arrivé ?» demanda-t-elle doucement. Tristan leva les yeux vers les siens, et un instant Ivy crut qu'il allait se fermer, refuser de répondre, mais il laissa échapper un long soupir de lassitude. « Mon père, » dit-il simplement. Le duc Édouard Montgomery, un homme d'affaires brillant admiré par la société, craint par ses ennemis. Il marqua une pause, la mâchoire se contractant. Et un tyran dans sa propre maison. Ivy sentit sa poitrine se serrer. Elle connaissait ce genre d'homme. Elle avait grandi avec l'un d'eux. Il ne m'a jamais frappé, continua Tristan, sa voix prenant un ton amer, pas physiquement du moins, mais il y avait d'autres formes de punition. L'isolement, l'humiliation publique, le contrôle absolu sur chaque aspect de ma vie. Chaque amitié que j'essayais de nouer était examinée et souvent détruite, chaque intérêt que je développais était ridiculisé s'il ne s'alignait pas avec ses attentes. Il laissa échapper un rire sans joie. J'ai appris très tôt qu'être un Montgomery signifiait être une pièce sur l'échiquier de quelqu'un d'autre.
Et ce mariage, dit Ivy lentement, la compréhension se faisant jour, était aussi sa décision. Oui, Tristan hocha la tête. 3 semaines avant le mariage, il m'a convoqué dans son bureau et m'a informé que j'épouserais la fille du sénateur Caldwell. Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Et quand j'ai essayé d'argumenter, il a été très clair, si je refusais, il couperait mon accès à toutes les ressources familiales et me déshériterait complètement. Donc vous avez été forcé aussi, murmura Ivy. Oui. Il soutint son regard. Mais je choisis comment je vais vivre ce mariage, et je choisis de ne pas perpétuer le cycle de contrôle et d'abus que mon père a bâti. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Ivy sentit quelque chose bouger en elle, une petite fissure dans le mur de peur et de méfiance qu'elle avait construit. Cet homme, cet étranger qui était maintenant son mari, comprenait. Il comprenait vraiment. Je ne sais pas comment faire ça, admit-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne sais pas comment être libre. Moi non plus, dit Tristan avec un petit sourire triste. Mais peut-être pouvons-nous apprendre ensemble. Ivy hocha la tête, absorbant lentement cette idée. Apprendre ensemble, comme s'ils étaient partenaires, pas juste des gens piégés dans un contrat. Il y a autre chose que j'aimerais proposer, dit Tristan en se levant du fauteuil pour marcher vers le secrétaire près de la fenêtre. Il ouvrit un tiroir et en sortit une feuille de papier et un stylo. Un accord entre nous. Juste entre nous. Quel genre d'accord, demanda Ivy, le regardant revenir s'asseoir au pied du lit, gardant ses distances mais plus proches qu'avant. Des règles, expliqua-t-il en plaçant le papier entre eux. Pas les règles de la société ou celles de nos familles, mais nos propres règles, sur la façon dont nous allons vivre cette vie ensemble. Ivy regarda le papier vierge, sentant quelque chose d'étrange remuer dans sa poitrine. De l'espoir, peut-être, ou juste la possibilité de celui-ci. Que suggérez-vous, demanda-t-elle. Tristan prit le stylo. Premièrement, autonomie complète. Vous avez la liberté d'aller où vous voulez, de faire ce que vous voulez tant que c'est sûr. Je ne suis pas votre gardien. Il écrivit d'une écriture ferme et claire. Ivy regardait les mots prendre forme sur le papier, chaque lettre semblant être une petite révolution. Deuxièmement, continua-t-il, intimité. Vos appartements sont les vôtres, je n'entrerai pas sans permission, et vous avez la même courtoisie concernant les miens. D'autres mots sur le papier. Ivy sentit une boule se former dans sa gorge. Troisièmement, honnêteté. Si quelque chose ne va pas, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez peur, dites-le-moi. Je ferai de même. Quatrièmement. Il fit une pause, levant les yeux vers les siens. Consentement. En tout. Toujours. Ivy cligna rapidement des yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler à nouveau. Personne ne lui avait jamais offert cela. Personne n'avait jamais traité ses besoins, ses désirs, ses peurs, comme s'ils importaient. Acceptez-vous ces termes, demanda doucement Tristan. Oui, chuchota T.L. Mais. Puis-je ajouter quelque chose? Bien sûr. Ivy tendit la main avec hésitation, et Tristan lui donna le stylo. De doigts tremblants, elle écrivit sous ses règles. Cinquièmement, pas de mensonges sur le passé. Si nous demandons, nous répondons sincèrement. Quand elle eut fini, elle leva les yeux vers Tristan. Je ne veux pas de secrets entre nous. Pas du genre qui font mal. Tristan lut ce qu'elle avait écrit et hocha lentement la tête. D'accord. Il signa son nom au bas de la page, avec une élégante fioriture, puis tendit le stylo à Ivy. Elle regarda sa propre signature un long moment avant d'écrire finalement son nom, Ivy Caldwell Montgomery. Les lettres tremblaient légèrement, mais étaient stables. Quand elle eut fini, Tristan prit le papier et le plia soigneusement, le glissant dans la poche de sa chemise, près de son cœur. C'est notre accord, dit-il. Juste le nôtre. Personne d'autre n'a besoin de savoir, mais nous saurons, et c'est ce qui compte. Ivy hocha la tête, sentant quelque chose de chaud et d'étrange s'étendre dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'amour, elle ne savait même pas ce qu'était le véritable amour, mais c'était quelque chose. Peut-être du respect, peut-être de la gratitude, peut-être juste la plus petite étincelle d'espoir. Tristan se leva, marchant vers la porte, mais avant de partir, il s'arrêta, se tournant pour la regarder une dernière fois. La lumière des bougies illuminait son profil, créant des ombres qui rendaient son visage plus doux, plus humain. Vous n'êtes pas invisible pour moi, Ivy,
dit-il, sa voix basse mais claire dans le calme de la chambre. Ni insignifiante. Je vous vois. Et je vais continuer à vous voir. Avant qu'Ivy ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse assimiler le poids de ses mots, il sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Ivy s'assit sur le lit, seule une fois de plus, mais cette fois le silence ne semblait pas aussi étouffant. Elle regarda la porte close, ses mains tremblant encore légèrement, son cœur battant à un rythme irrégulier. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait vue, vraiment vue, et n'avait pas détourné le regard. Et cela changeait tout. Les jours suivant la nuit de noces apportèrent une routine étrange et inattendue pour Ivy. Elle se réveillait avec le soleil filtrant à travers les rideaux de velours, la chambre baignée de lumière dorée, et pendant quelques secondes, elle oubliait où elle était. Puis la réalité revenait, elle était une épouse désormais, vivant à Montgomery Hall, piégée dans un mariage arrangé avec un homme qu'elle connaissait à peine, mais un homme qui avait promis de respecter son autonomie. Et à sa grande surprise, Tristan tenait parole. Le premier matin, Ivy descendit pour le petit déjeuner, s'attendant à une formalité froide et à un silence gênant. Au lieu de cela, elle trouva la table de la salle à manger élégamment dressée, mais pas trop formelle. Il y avait des fleurs fraîches, pas des roses rouges dramatiques comme on pourrait s'y attendre, mais de la lavande et des pivoines blanches dans un arrangement simple et beau qui dégageait un parfum doux et réconfortant. Tristan était déjà assis, lisant le journal du matin, une tasse de café fumante à côté de lui. Quand Ivy entra, il leva les yeux et se leva immédiatement, un geste de chevalerie qui la surprit. « Bonjour, dit-il. » Sa voix était encore formelle, mais il y avait quelque chose de plus doux qu'auparavant. « J'espère que vous avez bien dormi. »« Oui, merci, » mentit Ivy. En vérité, elle avait passé la majeure partie de la nuit éveillée, repassant chaque mot de leur conversation, chaque promesse qu'il avait faite, cherchant les pièges cachés qu'elle aurait pu manquer. Mais au matin, avec la lumière du soleil illuminant la chambre et aucun signe de Tristan forçant l'entrée, elle avait commencé à considérer l'impossible possibilité, que peut-être, il était sincère. Tristan tira la chaise pour elle, et Ivy s'assit, sentant son regard s'attarder une seconde de plus que nécessaire avant de retourner à sa propre place. Le petit déjeuner fut servi par un personnel silencieux et efficace, pain grillé, fruits frais, confiture maison. Ivy mangea peu, toujours mal à l'aise sous le regard occasionnel de Tristan, qui feignait de lire le journal mais dont les yeux dérivaient vers elle avec une fréquence qu'elle ne pouvait ignorer. « Aimez-vous lire » demanda soudain Tristan, brisant le silence. Ivy leva les yeux, surprise par la question. « Oui, beaucoup. La bibliothèque ici est vaste. Vous êtes la bienvenue pour l'utiliser comme vous le souhaitez. » En fait. Il hésita, posant le journal de côté. « J'aimerais que vous considériez Montgomery Hall comme votre maison, pas juste un endroit où vous séjournez. » Le mot maison sonnait étrange aux oreilles d'Ivy. Elle n'avait jamais eu de vraie maison, juste des endroits où elle existait, où elle essayait de se rendre invisible pour éviter l'attention de son père. « Merci, » dit-elle doucement. Dans les jours qui suivirent, Ivy commença à explorer le manoir. C'était un endroit immense, plein de couloirs qui semblaient s'étirer à l'infini, de pièces qui n'avaient pas été utilisées depuis des années, et d'escaliers dérobés menant à des endroits inattendus. Mais ce qui la fascinait le plus, c'était la bibliothèque. C'était une pièce sur 2 étages avec des étagères en acajou sombre allant du sol au plafond, accessibles par des échelles roulantes en laiton poli. Il y avait des milliers de livres, classiques, romans, philosophie, sciences, poésie, organisés avec un soin méticuleux. De hautes fenêtres laissaient entrer une lumière naturelle qui illuminait les particules de poussière dansant dans l'air, créant une atmosphère presque magique. Ivy passait des heures là-bas, perdu parmi les pages et des mondes qui n'étaient pas les siens. C'était son refuge, son sanctuaire. Jusqu'à ce qu'un jeudi après-midi, elle réalise qu'elle n'était pas seule. Elle se tenait sur l'une des échelles roulantes, s'étirant pour atteindre un livre sur l'étagère la plus haute, une vieille copie de Jane Eyre qui avait capté son attention. Ses doigts effleuraient le dos en cuir, mais ne pouvaient le saisir correctement. Elle s'étira davantage, se hissant sur la pointe des pieds, son équilibre devenant précaire. Attention. Une voix grave résonna derrière elle, et soudain, des mains se posèrent sur sa taille, ferme et chaude, la stabilisant. Ivy laissa échapper un hoquet, son cœur s'emballant, pas seulement de frayeur, mais de la sensation de ses mains la touchant à travers le tissu fin de sa robe en mousseline bleue. Elle baissa les yeux et trouva Tristan juste en dessous d'elle, ses grandes mains encerclant sa taille avec une délicatesse qui contrastait avec leur force évidente. J'essayais juste d'atteindre le livre,
réussit-elle à dire, sa voix sortant plus essoufflée qu'elle ne le voulait. J'ai vu, dit Tristan. Et il y avait quelque chose dans sa voix, un ton plus profond, presque rauque. Mais cette échelle n'est pas aussi stable qu'elle en a l'air. Vous auriez pu tomber. Il l'aida à descendre lentement, ses mains restant sur sa taille tout du long, et Ivy sentit chaque centimètre de la descente avec une conscience aiguë qui la troublait. Lorsque ses pieds touchèrent enfin le sol solide, elle s'attendait à ce qu'il s'éloigne. Il ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, ils restèrent là, bien plus proches qu'ils ne le devraient, ses mains reposant toujours légèrement sur sa taille, comme s'il avait oublié de la lâcher, ou peut-être qu'il ne le voulait pas. Ivy leva lentement les yeux et trouva son regard déjà fixé sur son visage. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, si proches qu'elle pouvait voir les petites paillettes dorées dans ses yeux bleus, sentir la chaleur de son souffle effleurer son front, capter l'odeur de cèdre et de quelque chose de légèrement mentholé venant de lui. « Vous sentez la lavande » murmura Tristan, sa voix basse, presque intime, ses yeux descendant brièvement vers ses lèvres avant de revenir aux siens. Le cœur d'Ivy battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Il y avait quelque chose dans l'air entre eux, une tension électrique, un courant invisible qui à la fois attirait et repoussait. « Et vous avez l'odeur du danger » répondit-elle avant de pouvoir s'en empêcher, les mots sortant dans un murmure haletant qui révélait bien plus qu'elle ne le souhaitait. Les lèvres de Tristan s'incurvèrent en un demi-sourire, pas d'amusement, mais de quelque chose de plus sombre, de plus intense. « Danger » répéta-t-il, sa voix toujours basse, une main bougeant légèrement sur sa taille, son pouce traçant un petit cercle à travers le tissu qui envoya des frissons le long de son échine. « Oui » chuchota Ivy, incapable de détourner le regard. « Vous êtes troublant. Troublant. » Tristan testa le mot, et il y avait définitivement de l'amusement maintenant, mêlé à quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Intéressant. Ils restèrent ainsi un autre long moment, si proches qu'il n'aurait fallu qu'une légère inclinaison pour combler la distance entre leurs lèvres. Ivy pouvait sentir la tentation pulser en elle, une curiosité étrange et effrayante sur ce que ce serait de l'embrasser, d'être embrassée par lui. Mais alors la porte de la bibliothèque s'ouvrit, et le bruit de pas résonnant les fit s'écarter rapidement l'un de l'autre, comme s'ils avaient été brûlés. « Désolé de vous interrompre, monseigneur. » Martha, la femme de chambre, se tenait à l'entrée, l'air embarrassé. « Mais un message urgent est arrivé pour vous, monsieur. » Tristan s'éclaircit la gorge, passant une main dans ses cheveux, un geste qu'Ivy commençait à reconnaître comme un signe d'inconfort. « Merci, Martha. J'arrive dans un instant. » La servante hocha la tête et partit rapidement, clairement soulagée d'échapper à la tension palpable dans l'air. Tristan se tourna de nouveau vers Ivy, et il y avait quelque chose de différent dans son expression maintenant, une sorte de vulnérabilité qu'elle n'avait pas vue auparavant. « Désolé. Je ne voulais pas. » « Vous n'avez rien fait de mal, » l'interrompit Ivy, surprise par son propre courage. « Vous m'avez empêché de tomber. Je devrais vous remercier. » Pourtant, il fit un pas en arrière, créant une distance de sécurité entre eux. « J'ai promis de respecter vos limites, et je le ferai. » Il y avait quelque chose dans ces mots, une promesse, mais aussi une frustration sous-jacente, comme si la respecter était plus difficile qu'il ne l'avait prévu. « Tristan » dit Ivy, testant son nom sur sa langue pour la première fois sans formalité. Il se figea, ses yeux rencontrant les siens avec surprise. « Vous n'avez violé aucune promesse. » Il soutint son regard un long moment, quelque chose de non dit passant entre eux. Puis, avec un bref hochement de tête, il se tourna et partit, laissant Ivy seule dans la bibliothèque. Elle resta là, son cœur battant encore vite, ses mains tremblant légèrement. Lentement, elle les porta à sa taille, là où ses mains avaient été quelques instants plus tôt, et put encore sentir la chaleur résiduelle à travers le tissu. Quelque chose avait changé à ce moment-là, une ligne avait été franchie, pas brisée, mais définitivement franchie. Et la partie la plus effrayante était qu'Ivy n'était pas sûre de vouloir revenir en arrière. Ce soir-là au dîner, la tension entre eux était palpable. Ils étaient assis aux extrémités opposées de la longue table à manger, mais Ivy pouvait sentir ses yeux sur elle constamment. Quand elle levait les yeux, elle le surprenait parfois à la fixer, et il ne détournait pas le regard immédiatement, au lieu de cela, il soutenait son regard une seconde, 2, 3, avant de retourner finalement son attention à son repas. « Comment s'est passée votre journée » demanda Tristan, sa voix coupant le silence. « Productive » répondit Ivy en prenant son verre de vin. « J'ai fini 2 livres. » « Vous êtes une lectrice rapide. » « Je l'ai toujours été. »
C'était mon échappatoire. Elle n'avait pas eu l'intention de révéler cela, mais les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Tristan inclina la tête, l'étudiant. Échapper à quoi? Ivy hésita. Règle numéro 5 de leur accord, pas de mensonge sur le passé. S'il demandait, elle devait répondre. À la réalité, dit-elle simplement. Dans les livres, je pouvais être n'importe qui, être n'importe où. Ne pas être moi. Quelque chose passa dans les yeux de Tristan. De la compréhension, peut-être, de l'empathie. Je comprends cela, dit-il doucement. Plus que vous ne le pensez. Leurs regards se croisèrent à travers la table, et il y eut quelque chose à ce moment-là, une connexion silencieuse, une reconnaissance mutuelle de douleur partagée. Ivy, dit Tristan, et la façon dont il prononça son nom envoya un frisson le long de son échine. Vous êtes différente aujourd'hui. Différente comment? Moins effrayée. Plus présente. Ivy considéra cela. Il avait raison, elle était différente. Quelque chose en elle changeait, lentement mais inévitablement, comme la glace fondant sous le soleil de printemps. Peut-être, dit-elle prudemment, que je commence juste à me rappeler qui j'étais, avant d'apprendre à disparaître. Tristan se leva, et un instant Ivy crut qu'il la laisserait là seule, mais au lieu de cela, il contourna la table, s'arrêtant à côté de sa chaise. Il tendit la main, et Ivy la regarda un long moment avant de placer la sienne dedans. Il l'aida à se lever, et soudain ils furent proches à nouveau, dangereusement proches. Sa main tenait la sienne doucement, mais il y avait de la force là, et de la chaleur. Ne disparaissez pas, dit Tristan, sa voix basse et intense. Pas pour moi. S'il vous plaît. Ivy sentit les larmes lui brûler les yeux, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de peur ou de douleur. C'était quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. J'essaierai, chuchota-t-elle. Et à ce moment-là, avec leurs mains entrelacées et leur cœur battant à un rythme rapide, ils surent tous deux que quelque chose d'inévitable avait commencé, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait plus contrôler. L'arrivée de Margaret Montgomery fut annoncée 2 jours à l'avance, assez de temps pour que tout le personnel de Montgomery Hall entre dans un état de préparation frénétique. Ivy observait du haut de l'escalier les servantes se précipiter dans tous les sens, polissant l'argenterie qui brillait déjà, arrangeant des fleurs fraîches dans chaque pièce, vérifiant et revérifiant chaque détail. Est-elle exigeante? Demanda Ivy à Martha, qui ajustait l'arrangement de lys sur la table du hall d'entrée pour la 3e fois. Martha leva les yeux, surprise par la question, puis son visage s'adoucit avec quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Lady Margaret n'est pas exigeante, milady. Elle est juste. Imposante. Une femme de forte présence. Imposante. Le mot resta avec Ivy, augmentant l'anxiété qu'elle ressentait déjà. Elle avait passé les derniers jours dans une sorte de bulle paisible avec Tristan, des dîners où ils parlaient davantage chaque soir, des matins où ils se croisaient dans les couloirs et échangeaient des regards qui duraient plus longtemps qu'ils ne le devraient, des moments volés dans la bibliothèque où il apparaissait avec des excuses fragiles pour la voir. Mais maintenant, la réalité du monde extérieur était sur le point d'envahir leur fragile sanctuaire. Le matin de l'arrivée de Margaret, Ivy passa près d'1 heure à choisir la bonne robe, se changeant 3 fois avant de finalement s'arrêter sur une soie vert émeraude avec des détails en dentelle crème. C'était élégant sans être ostentatoire, conservateur sans être terne. Elle épingla ses cheveux en un chignon élaboré, laissant quelques mèches lâches encadrer son visage. Et elle se pinça les joues pour les rosir un peu. Lorsqu'elle descendit dans le hall de réception, elle trouva Tristan qui l'attendait déjà, impeccablement vêtu d'un costume gris foncé qui faisait ressortir l'azur de ses yeux. Il se retourna au bruit de ses pas, et Ivy ne manqua pas la façon dont son regard parcourut lentement sa silhouette, s'attardant d'une manière qui fit délicieusement chavirer son cœur. « Vous êtes magnifique, dit-il, sa voix empreinte d'une sincérité qui la fit rougir. « Merci, murmura Ivy en lissant nerveusement la jupe de sa robe. « Je suis nerveuse. »« Ne le soyez pas, répondit Tristan en s'approchant. Il lui tendit la main et, lorsqu'Ivy la prit, il l'attira doucement vers lui. « Ma mère peut être intimidante, mais elle n'est pas cruelle. Et si elle dit quelque chose qui vous déplaît, dites-le-moi immédiatement. » Ivy hocha la tête, sentant la chaleur de cette main qui enveloppait la sienne, forte et réconfortante. Elle s'apprêtait à répondre lorsqu'ils entendirent le bruit d'une calèche dans l'allée. Elle était arrivée. Tristan relâcha la main d'Ivy, non sans lui avoir pressé les doigts en signe d'encouragement. Ensemble, ils marchèrent vers l'entrée principale où le personnel était déjà aligné en formation d'accueil.
Les portes s'ouvrirent et Margaret Montgomery entra telle une force de la nature. Elle était grande, presque autant que Tristan, avec des cheveux bruns foncés parsemés de fils d'argent, tirés en un chignon élégant. Ses yeux étaient d'un bleu perçant, identiques à ceux de son fils, mais on y lisait une dureté acquise par des années d'expérience. Elle portait une robe de voyage en velours bordeaux avec des détails en fourrure, et chacun de ses mouvements était mesuré et délibéré, exudant pouvoir et confiance. Son regard balaya le hall d'entrée, passant sur le personnel, se posant brièvement sur Tristan, puis se fixant sur Ivy avec une intensité qui lui donna envie de reculer. Mais Ivy se força à rester stoïque, levant légèrement le menton pour soutenir ce regard pénétrant, même si chaque instinct lui criait de détourner les yeux. « Mère, » dit Tristan en s'avançant pour embrasser la joue de Margaret. « C'est bon de vous revoir, Tristan, » répondit Margaret d'une voix riche et claire, empreinte d'une autorité naturelle. Elle toucha brièvement le visage de son fils, un geste qui semblait relever davantage de l'habitude que de l'affection, puis ses yeux revinrent vers Ivy. « Et voici donc ma nouvelle belle-fille. » Ce n'était pas une question. Ivy fit un pas en avant, exécutant une gracieuse révérence comme on le lui avait enseigné. Margaret étudia Ivy en silence pendant un moment qui sembla durer une éternité. Ses yeux analysaient chaque détail, la robe, la posture, le visage. Évaluant, jaugeant, jugeant. « Ivy Caldwell », dit finalement Margaret en testant le nom. « La fille du sénateur Caldwell. »« Oui, madame. » Ce fut tout ce que Margaret dit avant de se tourner vers Tristan. « Je présume que le thé est prêt ?»« Bien sûr, dans le salon bleu. » Alors qu'il marchait dans les couloirs, Ivy resta un demi-pas derrière Margaret et Tristan, observant l'interaction entre la mère et le fils. Il y régnait une formalité, une distance qui semblait étrange pour une famille, pas d'étreinte chaleureuse, pas de questions sur leur bien-être, juste une conversation polie sur le voyage et les affaires du domaine. Le salon bleu était l'un des espaces les plus élégants du manoir, avec ses murs couverts de papier peint damassé dans des tons de bleu clair et d'argent, son mobilier Louis XVI et ses immenses fenêtres donnant sur les jardins. Le thé était déjà servi, une sélection impressionnante de sandwichs délicats, de gâteaux, de biscuits, bien sûr, un Earl Grey fumant dans la porcelaine la plus fine. Margaret s'assit dans le fauteuil principal, Tristan dans une chaise voisine et Ivy dans une autre, se sentant davantage dans un entretien d'embauche que lors d'un thé en famille. Alors, commença Margaret en ajoutant du sucre à son thé avec des gestes précis. « Parlez-moi de vous, Ivy. Quels sont vos intérêts, vos talents ?» Ivy sentit sa gorge se serrer. « J'aime lire et je brode assez bien. Je joue du piano, quoique pas exceptionnellement. » Et la charité ? Participez-vous à des œuvres sociales ? Je n'en ai pas eu beaucoup l'occasion, admit Ivy, sentant ses joues brûler. Mon père n'approuvait pas que je sorte fréquemment. Quelque chose passa dans les yeux de Margaret, un éclair qui aurait pu être de la compréhension ou peut-être de la reconnaissance. Je vois, dit-elle simplement en prenant une gorgée de thé. Le silence qui suivit fut inconfortable. Ivy prit sa propre tasse juste pour occuper ses mains. Mère, intervint Tristan, sa voix portant un ton de douce mise en garde. Ivy s'adapte très bien à Montgomery Hall, elle est une présence très agréable ici. Je n'en doute pas, répliqua Margaret, mais il y avait quelque chose dans son ton qu'Ivy ne put déchiffrer. Le thé se poursuivit encore quelques minutes dans une conversation tendue et superficielle avant que Margaret ne se lève. Si vous voulez bien m'excuser, le voyage a été long et j'aimerais me reposer avant le dîner. Elle quitta la pièce avec la même présence imposante qu'à son arrivée, laissant Ivy et Tristan seuls. Ivy laissa échapper un long soupir qu'elle ne s'était pas rendu compte retenir. C'était intense. Elle est toujours comme ça au début, dit Tristan en s'approchant pour lui toucher brièvement l'épaule. Ne le prenez pas personnellement. Mais Ivy ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle avait échoué à un test invisible. Le dîner ce soir-là fut encore plus formel que le thé. Margaret présidait la table, avec Tristan d'un côté et Ivy de l'autre, et la conversation coulait principalement entre mère et fils au sujet des affaires du domaine, des investissements et de la politique et des sujets dont Ivy savait peu de choses et auxquels elle n'était pas invitée à participer. Elle mangea en silence, se sentant de plus en plus petite à mesure que le repas avançait. Ce ne fut qu'au moment du dessert que Margaret se tourna directement vers Ivy. « Demain, dit-elle, j'aimerais que vous m'accompagniez à une réunion du comité d'aide aux femmes défavorisées. C'est une organisation que je préside depuis 15 ans. » Ivy cligna des yeux, surprise. « Bien sûr, ce serait un honneur. »
Bien. Nous partirons à 10 heures. Le lendemain matin, Ivy s'habilla avec un soin particulier, choisissant une robe gris perle conservatrice et épinglant ses cheveux plus sévèrement. Lorsqu'elle descendit, Margaret attendait déjà dans la calèche, l'expression illisible. Le trajet vers le centre de Londres fut silencieux, mais lorsqu'elles arrivèrent au bâtiment où la réunion devait avoir lieu, Ivy fut surprise. Ce n'était pas un manoir élégant ou une salle noble, c'était un bâtiment simple dans un quartier moins privilégié de la ville. À l'intérieur, il y avait environ 20 femmes, certaines clairement de la haute société, d'autres visiblement issues de classes plus modestes. Toutes se levèrent lorsque Margaret entra, la saluant avec un respect authentique, et non cette peur polie qui accompagnait habituellement le pouvoir. La réunion portait sur l'établissement d'un nouveau refuge pour les femmes ayant fui des mariages abusifs. Ivy écouta alors qu'elles discutaient de fonds, d'emplacements, de personnel nécessaire, et lentement, quelque chose en elle commença à s'éveiller. Ces femmes faisaient quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Après la réunion, alors qu'elle retournait à la calèche, Margaret se tourna vers Ivy. « Vous étiez silencieuse aujourd'hui. » « Je ne savais pas s'il était approprié de parler, » admit Ivy. Margaret s'arrêta, se tournant complètement pour lui faire face. « Ivy, puis-je vous poser une question directe ?»« Bien sûr. »« Votre père vous battait-il » Ivy se figea, le sang quittant son visage. Comment savait-elle? Comment pouvait-elle savoir? Margaret vit la réponse dans le silence d'Ivy. Son visage s'adoucit, pour la première fois, Ivy vit quelque chose de véritablement humain chez cette femme puissante. Le mien aussi, dit Margaret simplement. Et ensuite mon premier mari, le père de Tristan. Ivy eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Le duc Édouard était un monstre dans sa propre maison, termina Margaret. Jamais avec les poings, bien sûr. Les hommes comme lui sont trop intelligents pour laisser des marques visibles. Mais il y avait d'autres moyens. L'isolement, le contrôle, l'humiliation calculée. Elle marqua une pause. Et occasionnellement, quand il était certain que cela ne laisserait pas de preuves, oui, la violence physique. Comment avez-vous survécu? Murmura Ivy. J'ai appris que survivre ne suffisait pas. J'avais besoin de vivre. Alors j'ai commencé à travailler pour des causes sociales. Aider d'autres femmes m'a donné un but, m'a donné du pouvoir. Et quand Édouard est mort, j'ai juré d'utiliser sa fortune pour défaire une partie des dommages que les hommes comme lui causent. Margaret posa une main sur le bras d'Ivy, un geste étonnamment doux. Vous n'êtes pas invisible pour moi, Ivy. Je reconnais les marques, même quand elles ne sont pas visibles. Et je vous offre ce que personne ne m'a offert quand j'étais jeune, une alliance. Pas de pitié, mais du respect. D'une survivante à une autre. Les larmes brûlèrent les yeux d'Ivy. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous dînerez avec moi ce soir. Juste nous deux, et nous parlerons. Vraiment parler. Et cette nuit-là, dans le salon privé de Margaret, autour de vin et de nourriture simple, Ivy parla. Pour la première fois de sa vie, elle parla de tout, de son père, de la peur, des cicatrices, du sentiment d'être piégée même quand les chaînes étaient invisibles. Et Margaret écouta vraiment. Quand Ivy retourna finalement dans sa chambre tard cette nuit-là, elle trouva une note glissée sous sa porte. L'écriture de Tristan. Ma mère m'a dit que vous aviez eu une bonne conversation. Je suis content. Vous méritez d'avoir des alliés. Vous méritez d'avoir tout. Zé. Ivy pressa la note contre sa poitrine et, pour la première fois, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, elle pourrait être plus qu'une simple survivante. Elle pourrait être quelqu'un qui s'épanouit. L'invitation arriva 3 jours après le départ de Margaret, livrée dans une enveloppe crème au seau doré de la haute société londonienne. Ivy la tenait du bout des doigts comme s'il s'agissait d'un objet empoisonné, ses yeux fixés sur les mots élégamment calligraphiés, bal de charité annuel en l'honneur du sénateur Caldwell. Son père. Ce seul nom suffisait à lui nouer l'estomac, ramenant des souvenirs qu'elle avait essayé d'enterrer profondément. Sa voix froide et tranchante, ces mots qui blessaient autant que n'importe quel coup physique, la façon dont il la regardait comme si elle était une déception constante, une erreur qu'il était forcé de tolérer. Nous ne sommes pas obligés d'y aller, dit Tristan en l'observant depuis l'encadrement de la porte du petit salon où elle était assise. Il était entré silencieusement, mais Ivy était si absorbée par ses pensées qu'elle ne l'avait pas entendu arriver.
Elle leva les yeux, rencontrant ce regard bleu qui semblait voir à travers toutes ses défenses. C'est un événement important. Votre absence serait remarquée. Et commentée. Qu'il commente, répondit Tristan en entrant dans la pièce pour s'asseoir dans le fauteuil face à elle. Votre tranquillité d'esprit est plus importante que les commérages de la société. Ivy regarda l'invitation à nouveau, sentant son poids dans ses mains. Une partie d'elle, la partie qui avait passé des années à apprendre à devenir invisible, à éviter la confrontation, à simplement survivre, voulait accepter l'offre de Tristan et rester cachée dans la sécurité de Montgomery Hall. Mais il y avait une autre partie, une partie qui devenait plus forte chaque jour depuis sa rencontre avec Margaret, depuis qu'elle avait commencé à voir qu'il y avait une vie au-delà de la survie. Cette partie-là voulait y aller. Voulait regarder son père dans les yeux et lui montrer qu'elle n'était plus la fille terrifiée qu'il pouvait contrôler. « Je veux y aller », dit Ivy, et sa propre voix la surprit, ferme, décidée. Tristan étudia son visage un long moment. « Êtes-vous sûr ?»« Non », admit-elle avec un petit sourire triste. « Mais j'y vais quand même. » L'expression de Tristan s'adoucit et il y eut quelque chose dans ses yeux, de la fierté peut-être, de l'admiration. « Alors nous irons ensemble. Et si à n'importe quel moment vous voulez partir, nous partons. Pas de questions, pas de jugement. » Ivy hocha la tête, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Avoir quelqu'un de son côté, quelqu'un qui la soutiendrait sans poser de questions, était quelque chose de si nouveau, si étrange, qu'elle ne savait pas encore tout à fait comment le gérer. Le soir du bal, Ivy passa des heures à se préparer. Martha l'aida à enfiler une robe en satin bleu nuit que Margaret avait insisté pour commander pour elle. Elle était éblouissante, le décolleté était modeste mais élégant, la taille parfaitement ajustée, et la jupe coulait en couches de tissu qui murmuraient lorsqu'elle bougeait. Des diamants empruntés à Margaret scintillaient à son cou et à ses oreilles, capturant la lueur des bougies. Lorsqu'Ivy descendit l'escalier, elle trouva Tristan qui l'attendait dans le hall, dévastateur d'élégance dans son smoking noir. Mais ce fut l'expression sur son visage lorsqu'il la vit qui lui coupa le souffle. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et pendant un long moment, il la regarda simplement comme s'il voyait quelque chose d'extraordinaire. « Ivy, dit-il finalement, la voix rauque. Vous êtes absolument renversante. » Elle sentit la chaleur monter à ses joues. « Merci. » Tristan s'approcha, tendant son bras, et Ivy posa sa main sur son coude, sentant la fermeté du muscle sous le tissu coûteux. « Souvenez-vous, dit-il doucement en se penchant pour que seule elle puisse entendre. Vous n'êtes pas seul ce soir. Je suis à vos côtés. Toujours. » Le mot « toujours » résonna dans son esprit alors qu'il montait dans la calèche. La salle de bal du domaine Westmore était spectaculaire. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond, reflétant la lumière en millions de fragments brillants. Les murs étaient ornés de soie et d'or, et un orchestre jouait de la musique classique depuis un coin surélevé. Des centaines de personnes de la haute société circulaient, vêtues de leurs plus beaux atours, riant, parlant, affichant richesse et statut. Ivy sentit son estomac se nouer alors qu'ils entraient, tous les yeux se tournant pour évaluer les nouveaux arrivants. Elle pouvait entendre les murmures, voir les regards curieux dirigés vers le jeune couple Montgomery. Et puis, elle le vit. Le sénateur Caldwell se tenait au centre d'un groupe d'hommes influents, un verre de whisky à la main, riant à quelque chose que quelqu'un avait dit. Il était impeccablement habillé comme toujours, ses cheveux gris parfaitement coiffés, sa posture droite et imposante. Pour tout observateur extérieur, il était l'image de la respectabilité, un pilier de la société. Ivy connaissait la vérité. Ses doigts se serrèrent involontairement sur le bras de Tristan, et elle sentit sa main couvrir la sienne, pressant doucement. « Respirez », murmura-t-il. « Vous allez bien. Vous êtes en sécurité. » Ivy força l'air dans ses poumons, essayant de calmer la panique qui menaçait de la consumer. Elle pouvait le faire. Elle devait le faire. Ils circulèrent à travers la salle de bal, Tristan saluant des connaissances, présentant fièrement Ivy comme sa femme. À sa surprise, les gens étaient aimables, les femmes la saluaient chaleureusement, les hommes faisaient des commentaires respectueux. Personne ne la regardait avec le mépris qu'elle avait l'habitude de voir dans les yeux de son père. Mais alors, inévitablement, ils se rencontrèrent. Nos Montgomery. La voix du sénateur Caldwell trancha la conversation polie comme une lame. Et ma chère fille. Quel délice de vous voir tous les deux ensemble. Ivy se tourna lentement, se forçant à lever le menton pour rencontrer ses yeux.
Des yeux qu'elle connaissait si bien, brun foncé, froid, calculateur. Sénateur, répondit Tristan, sa voix polie mais sans chaleur. Merci pour l'invitation. Bien sûr, bien sûr. Caldwell agita la main comme pour écarter le sujet, puis ses yeux se posèrent sur Ivy, la parcourant de haut en bas d'une manière qui la fit se sentir sale. Ivy. Vous avez l'air présentable ce soir. Je vois que l'argent des Montgomery achète de jolies robes. Le commentaire était calculé pour humilier, pour diminuer, pour lui rappeler sa place. Ivy sentit la vague familière de honte commencer à monter, le vieil instinct de baisser les yeux, de murmurer une excuse, de disparaître. Mais alors, elle sentit la main de Tristan presser la sienne. Un rappel silencieux, tu n'es pas seul. Et quelque chose en elle se brisa. Non pas en éclats, mais se libéra. En fait, père, dit Ivy, sa voix sortant plus forte qu'elle ne l'attendait. Cette robe était un cadeau de Lady Margaret Montgomery. Elle a un goût excellent. Et une bonté authentique. Des qualités admirables. Le visage de Caldwell se durcit imperceptiblement. La bonté. Comme c'est touchant. Oui, continua Ivy, sentant un courage qu'elle ne se connaissait pas couler en elle. Je découvre qu'il y a beaucoup de gens dans le monde avec une bonté authentique. Des gens qui voient la valeur chez les autres sans avoir besoin de les diminuer d'abord. Le silence qui suivit fut tendu. Les hommes autour de Caldwell bougèrent inconfortablement, sentant clairement la tension sous-jacente. Ivy, dit Caldwell, sa voix basse et dangereuse, un ton qu'elle ne connaissait que trop bien, celui qui précédait toujours la punition. Pouvons-nous parler? En privé. Non, intervint Tristan avant qu'Ivy ne puisse répondre, sa voix tranchante comme l'acier. Tout ce que vous avez à dire à ma femme peut être dit en ma présence. Caldwell se tourna vers Tristan, ses yeux brillants d'une colère à peine dissimulée. Montgomery. C'est une affaire de famille. Ivy est ma famille maintenant, l'interrompit Tristan en faisant un pas en avant, se plaçant légèrement entre Ivy et son père. Et je protège ma famille. Farouchement. La menace inexprimée plana dans l'air. Caldwell regarda de Tristan à Ivy, et elle put voir le calcul se faire derrière ses yeux, évaluant si cela valait la peine de faire une scène, d'affronter la puissante famille Montgomery publiquement. Apparemment, il décida que non. Bien sûr, dit-il finalement, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. J'oubliais que les jeunes mariés sont si inséparables. Profitez de la soirée. Il se tourna et s'éloigna, mais pas avant qu'Ivy ne voie l'éclair de pure fureur dans ses yeux, une promesse silencieuse que ce n'était pas fini. Mais pour la première fois de sa vie, Ivy ne ressentit pas une peur paralysante. Oui, il y avait de l'anxiété, oui, il y avait de la nervosité. Mais il y avait aussi quelque chose de plus fort, la fierté. Elle avait affronté son père, avait répondu, et le ciel ne lui était pas tombé sur la tête. Vous tremblez, observa doucement Tristan, sa main tenant toujours la sienne. Je sais, murmura Ivy. Mais je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Tristan sourit, non pas un sourire poli, mais quelque chose de sincère et chaleureux qui illumina ses yeux. Vous avez été magnifique. Avant qu'Ivy ne puisse répondre, la musique changea, se transformant en une valse lente et élégante. Les couples commencèrent à se diriger vers la piste de danse. Dansez avec moi, dit Tristan, non pas comme une question, mais comme une invitation urgente. Ivy regarda la piste de danse, puis le regarda à nouveau. Je ne danse pas très bien. Moi non plus, admit-il avec un sourire malicieux. Mais faisons semblant. Il la conduisit sur la piste, et soudain sa main fut sur sa taille, l'autre tenant la sienne, et il bougeait. Ivy trébucha une fois, mais Tristan la guida fermement, c'est pas sûr, son corps proche du sien. Merci, murmura Ivy alors qu'il tournait, le monde autour d'eux devenant un flou de lumière et de couleurs. Pourquoi? Pour être à mes côtés. Pour me faire sentir forte. Tristan la tira légèrement plus près, violant légèrement la distance appropriée pour une danse formelle, mais Ivy s'en fichait. Ivy, dit-il, sa voix basse et intense. Tu as toujours été forte. Je t'ai juste aidé à t'en souvenir. Leurs yeux se rencontrèrent et il y eut quelque chose dans ce moment, quelque chose d'électrique, d'inévitable. L'air entre eux semblait chargé, chaque centimètre de distance semblant à la fois trop et trop peu. La musique continuait, mais Ivy l'entendait à peine. Elle n'était consciente que de Tristan,
de la chaleur de sa main sur sa taille, de la fermeté de ses doigts entrelacés aux siens, de l'odeur de cèdre et de quelque chose d'unique qui était lui. La façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans la salle de bal. « Tu as été brillante ce soir », murmura Tristan, ses lèvres assez proches de son oreille pour qu'elle sente la chaleur de son souffle sur sa peau. « Tu m'as donné la force d'être brillante », répondit Ivy. Et c'était la chose la plus vraie qu'elle ait jamais dite. Lorsque la musique se termina, ils restèrent debout un moment plus long que nécessaire, réticents à rompre la connexion. Puis, lentement, Tristan la guida hors de la piste, sa main ne quittant jamais sa taille, comme s'il ne pouvait supporter de perdre le contact. Et cette nuit-là, alors qu'il retournait à Montgomery Hall, Ivy regarda par la fenêtre de la calèche les rues illuminées de Londres et réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Elle n'était plus la fille terrifiée qui cachait ses cicatrices, elle devenait une femme qui connaissait sa propre valeur. Et l'homme assis à côté d'elle, le mari qu'elle n'avait pas choisi mais qui avait choisi de la respecter, avait été une partie essentielle de cette transformation. Les semaines suivant le bal apportèrent un changement subtil mais indéniable dans la dynamique entre Ivy et Tristan. C'était comme si la confrontation avec son père avait levé une barrière invisible, permettant à quelque chose de nouveau de fleurir dans l'espace qui était auparavant occupé seulement par un respect prudent et une distance polie. Maintenant, il y avait des contacts. Pas des contacts accidentels ou formels, mais délibérés. La main de Tristan reposant sur le bas de son dos quand ils marchaient ensemble dans les jardins, ses doigts effleurant les siens quand il lui tendait une tasse de thé, la façon dont il remettait une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant contre sa peau une seconde plus longtemps que nécessaire. Et il y avait des regards. Des regards qu'Ivy surprenait quand elle levait les yeux d'un livre et trouvait Tristan l'observant depuis l'entrée de la bibliothèque, une expression sur son visage qu'elle ne pouvait pas encore tout à fait nommer. Du désir, oui, mais aussi quelque chose de plus profond. De la tendresse, peut-être, ou quelque chose de dangereusement proche de la dévotion. Ivy se surprenait aussi à l'observer, la façon dont son front se plissait quand il était concentré sur sa correspondance, la façon dont il souriait à un vrai sourire, pas celui poli qu'il utilisait en société quand elle disait quelque chose qui l'amusait. La ligne forte de sa mâchoire, les mèches rebelles de cheveux blonds foncés qui tombaient sur son front quand il oubliait de les peigner correctement. C'était dangereux, ce nouveau territoire qu'ils exploraient. Excitant et terrifiant. Ce fut Margaret qui suggéra qu'Ivy s'implique plus activement dans le travail social. « Vous avez un esprit vif », avait-elle dit lors d'une de ses visites, et une perspective unique. Utilisez-les. Il y a des femmes qui ont besoin de la voix de quelqu'un qui comprend ce qu'elles traversent. Ainsi, Ivy commença à assister aux réunions du comité d'aide aux femmes défavorisées. D'abord en simple observatrice, puis contribuant graduellement par des idées. Elle découvrit qu'elle avait un talent pour l'organisation, pour voir des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Tristan la soutenait discrètement, fournissant des fonds lorsque nécessaire, utilisant son influence pour ouvrir des portes, mais en indiquant toujours clairement que le travail et le mérite lui revenaient. Il venait parfois aux réunions, s'asseyant au fond de la salle, et Ivy pouvait sentir ses yeux sur elle quand elle parlait, pouvait sentir la fierté émaner de lui comme une chaleur. Un soir, après une réunion particulièrement productive où Ivy avait présenté un plan détaillé pour agrandir le refuge, elle retourna à Montgomery Hall, se sentant énergisée et vivante d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Tristan attendait dans le salon, un verre de cognac à la main, encore vêtu du gilet et du pantalon de sa tenue de travail, sa cravate desserrée autour de son cou d'une façon involontairement séduisante. « Comment cela s'est-il passé » demanda-t-il en se levant à son entrée. « C'était incroyable » dit Ivy, incapable de contenir le sourire qui illuminait son visage. « Elles ont approuvé ma proposition. Nous allons commencer à agrandir le refuge le mois prochain. » L'expression de Tristan s'adoucit, et il traversa la pièce à grandes enjambées, s'arrêtant devant elle. « Ivy, c'est magnifique. Tu fais quelque chose d'extraordinaire. Je ne pourrais pas le faire sans votre soutien, dit-elle sincèrement. Non. Tristan secoua la tête, ses yeux fixés dans les siens. Tout ça, c'est toi. Ta vision, ta passion, ta force. Moi, j'ai juste le privilège d'en être témoin. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il la regardait, qui fit s'emballer le cœur d'Ivy. Ils étaient proches, plus proches qu'ils ne devraient l'être pour une conversation informelle. Elle pouvait sentir la chaleur émaner de son corps, voir battre le pouls dans son cou, capter l'odeur familière de cèdre mêlée à quelque chose de légèrement boisé venant du cognac. « Tristan » murmura-t-elle, ne sachant pas trop ce qu'elle voulait dire,
sachant seulement qu'elle avait besoin de prononcer son nom. Quelque chose changea dans ses yeux. Ils s'assombrirent, s'intensifièrent. Sa main se leva lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, puis ses doigts touchèrent son visage, traçant la ligne de sa mâchoire avec une délicatesse qui contrastait avec la force évidente de ses mains. « Tu es extraordinaire, dit-il, la voix rauque. Le sais-tu » Ivy ne put répondre, son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Ses yeux tombèrent sur ses lèvres et elle ne put s'en empêcher, quand elle releva les yeux, elle vit qu'il l'avait remarqué. « Ivy, dit Tristan, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, chargée de quelque chose qui ressemblait à une douloureuse retenue. Si tu ne veux pas ça, tu dois me le dire maintenant. Parce que je perds ma capacité à me contrôler près de toi. Et si je ne veux pas que tu te contrôles » Les mots sortirent avant qu'Ivy ne puisse les arrêter, audacieux, honnête, révélant tout ce qu'elle ressentait. Tristan ferma les yeux un instant, comme s'il luttait contre lui-même. « Es-tu sûr ? Parce qu'une fois que je commencerai, une fois que je t'embrasserai. Je ne sais pas si je pourrai m'arrêter. » « Alors ne t'arrête pas, murmura Ivy. Et ce fut tout ce qu'il eut besoin d'entendre. Tristan combla la distance entre eux en un mouvement fluide, une main glissant sur sa nuque, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux, l'autre atterrissant sur sa taille, l'attirant plus près. Et puis ses lèvres rencontrèrent les siennes. Le baiser ne ressemblait en rien à ce qu'Ivy attendait. Ce n'était pas doux ou hésitant, c'était intense, consumant, comme s'il avait retenu cela depuis des semaines et pouvait enfin lâcher prise. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une faim qui la fit trembler, et quand sa langue traça le contour de sa lèvre inférieure, elle haleta, et il profita de ce moment pour approfondir le baiser. Ivy s'agrippa à ses épaules, ayant besoin de quelque chose à quoi se tenir alors que le monde tournait. Elle n'avait jamais été embrassée comme ça avec désir, oui, mais aussi avec révérence, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il avait peur de briser mais à quoi il était incapable de résister. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle, les fronts pressés l'un contre l'autre, les cœurs battant en une synchronie irrégulière. « Mon Dieu » murmura Tristan, ses lèvres effleurant les siennes alors qu'il parlait. « J'avais envie de faire ça depuis des semaines. »« Pourquoi ne l'as-tu pas fait » demanda Ivy, la voix tremblante. « Parce que j'ai promis de respecter tes limites. Et je ne savais pas si tu me voulais de cette façon. » Ivy se recula suffisamment pour rencontrer ses yeux. « Je le veux, dit-elle, chaque mot délibéré est vrai. Je te veux. De toutes les façons. » Quelque chose passa dans les yeux de Tristan, du soulagement, du désir, et quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était encore prêt à nommer. Pourtant, dit-il, ses mains bougeant pour tenir son visage tendrement. Nous irons doucement. À ton rythme. Toujours à ton rythme. Et si mon rythme, c'est maintenant, demanda Ivy avec audace. Tristan laissa échapper un rire bas et rauque qui lui envoya des frissons dans le dos. Alors maintenant. Mais pas ici. Pas dans un salon où n'importe quel domestique pourrait entrer. Il prit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens, et la guida hors de la pièce à travers les couloirs silencieux de Montgomery Hall. Ivy suivit, son cœur battant la chamade, un mélange d'anticipation et de nervosité faisant trembler ses mains. Ils s'arrêtèrent devant la porte de sa chambre. Tristan se tourna pour lui faire face, les yeux sombres de désir, mais aussi sérieux. « Dernière chance de changer d'avis, dit-il. Pas de jugement, pas de rancune. On peut s'arrêter maintenant. » Et Ivy le fit taire en posant un doigt sur ses lèvres. « Je ne veux pas m'arrêter, dit-elle fermement. » Puis, rassemblant tout son courage, elle ouvrit la porte et entra, l'entraînant avec elle. La porte se referma derrière eux avec un déclic doux. La chambre était baignée par le clair de lune argentée qui filtrait par les fenêtres, créant des ombres douces qui rendaient tout plus intime, plus irréel. Ivy se tourna vers Tristan, et vit en lui le même mélange de désir et de nervosité qu'elle ressentait. « Ivy, dit-il en s'approchant lentement, comme si elle était quelque chose de sauvage qui pourrait s'enfuir. J'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais fait ça. Pas comme ça. Pas avec quelqu'un qui compte. » Les mots la touchèrent profondément. Elle ne l'avait jamais fait non plus, n'avait jamais choisi d'être avec quelqu'un, n'avait jamais voulu être touchée. Mais elle le voulait maintenant. Elle le voulait, lui. Alors apprenons ensemble, dit-elle en écho aux mots qu'il avait prononcés des semaines plus tôt, lorsqu'il commençait tout juste ce voyage improbable. Tristan sourit, ce sourire authentique qu'elle aimait,
et combla la distance entre eux. Cette fois, le baiser fut plus doux, plus lent, explorant plutôt que dévorant. Ses mains tracèrent les contours de son corps par-dessus sa robe, mémorisant chaque courbe, et Ivy s'autorisa à fondre contre lui. Elle sentit ses doigts trouver les boutons au dos de sa robe, et il s'arrêta, se reculant assez pour croiser son regard. « Puis-je » demanda-t-il, la voix rauque. « Oui » murmura-t-elle. Un bouton se détacha, puis un autre, chacun libéré avec un soin délibéré comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. Lorsque la robe glissa finalement de ses épaules et tomba au sol dans un murmure de tissu, Ivy se tint là en simple combinaison, se sentant vulnérable, mais pas effrayée. Les yeux de Tristan parcoururent son corps, et elle y vit non pas de la luxure brute, mais de l'admiration, de la révérence. « Belle » murmura-t-il. « Absolument belle. » Sa main s'avança, ses doigts traçant le contour de son épaule, là où l'une des cicatrices était visible sous le fin tissu. Ivy se tendit instinctivement, mais Tristan se pencha et embrassa doucement la marque, ses lèvres comme une promesse silencieuse contre sa peau. « Chaque partie de toi, chuchota-t-il contre sa peau, est parfaite. » Les larmes brûlèrent les yeux d'Ivy, non de tristesse, mais de quelque chose de plus puissant, être vu, être accepté, être désiré non pas malgré ses cicatrices, mais avec elle. Ses propres mains se déplacèrent vers son gilet, ses doigts maladroits sur les boutons, et Tristan rit doucement, l'aidant à l'enlever. Puis sa chemise, jusqu'à ce qu'il se tienne devant elle torse nu, ses muscles définis par le clair de lune. Ivy tendit la main avec hésitation, ses doigts touchant sa peau chaude, sentant le muscle se contracter sous son toucher. Elle pouvait sentir son cœur battre fort sous sa paume, aussi vite que le sien. « Je suis nerveuse » admit-elle. « Moi aussi » confessa Tristan. Et d'une certaine manière, cela rendit tout meilleur, plus réel, plus à eux. Il la guida doucement vers le lit, et ils s'allongèrent ensemble, leur corps s'ajustant de façon qui semblait à la fois nouvelle et familière. Et là, dans le clair de lune argentée, avec des mots chuchotés et des touchés à la fois timides et révélateurs, ils se trouvèrent. Ce n'était pas parfait, c'était maladroit par moments, rempli de respirations nerveuses et de rires doux quand quelque chose ne fonctionnait pas exactement comme prévu. Mais c'était à eux, honnête et réel, chargé d'émotions qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à nommer. Et quand ils furent finalement allongés entrelacés, les cœurs s'apaisant, peau contre peau, Tristan embrassa son front, ses doigts dessinant des cercles paresseux sur sa peau nue. « Je n'aurais jamais pensé que l'amour pouvait être comme ça », confessa Ivy dans l'obscurité, le mot amour s'échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Tristan se figea une seconde, puis la serra plus fort contre lui. « Moi non plus » répondit-il, la voix lourde d'émotion. « Mais avec toi, tout prend sens. » Et à ce moment-là, Ivy sut. Elle était tombée amoureuse de son mari. Et lui, peut-être, était tombé amoureux d'elle aussi. La lumière du matin filtrait à travers les lourds rideaux de la chambre d'Ivy, créant des rayures dorées qui dansaient sur les draps blancs où elle et Tristan étaient encore enlacés. Ivy se réveilla doucement, consciente d'abord de la chaleur. Une chaleur qui ne venait pas seulement des rayons du soleil, mais du corps solide pressé contre son dos, du bras lourd enroulé autour de sa taille, de la respiration rythmique effleurant son cou. Tristan. Son mari était dans son lit. Dans son lit. Et pour la première fois depuis leur mariage, cela ne semblait ni mal ni effrayant. Cela semblait juste. Ivy se tourna avec précaution, essayant de ne pas le réveiller, et se trouva face à face avec lui. Dans son sommeil, Tristan semblait différent, plus jeune, plus vulnérable. Les lignes de tension qui marquaient habituellement son front s'étaient adoucies, ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, des mèches de cheveux blonds foncés tombaient en désordre sur ses yeux. Elle tendit la main avec hésitation, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire, sentant la rugosité de la barbe qui avait poussé pendant la nuit. C'était intime d'une manière qui la faisait se sentir à la fois audacieuse et timide. Les yeux de Tristan s'ouvrirent, se concentrant immédiatement sur elle, et un lent sourire chaleureux se répandit sur son visage, un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant, complètement sans défense et authentique. « Bonjour » murmura-t-il, la voix rauque de sommeil. « Bonjour » répondit Ivy, sentant ses joues rougir sous l'intensité de son regard. Sa main bougea pour couvrir la sienne sur son visage, entrelaçant leurs doigts et les portant à ses lèvres pour les embrasser doucement. « Tu rougis » observa-t-il, l'amusement dansant dans ses yeux. « Je ne suis pas habitué à me réveiller avec quelqu'un dans mon lit, admit-elle. Moi non plus, dit Tristan en la tirant plus près, de sorte que leurs corps soient pressés l'un contre l'autre sous les draps. Mais je pourrais m'y habituer.
Ivy pouvait sentir chaque centimètre de lui contre elle, et la conscience de cela envoya une vague de chaleur à travers son corps. La nuit précédente avait été transformatrice, mais ce n'était aussi que le début, réalisa-t-elle maintenant. Il y avait tellement plus à découvrir, à explorer, à ressentir. Comme s'il lisait ses pensées, Tristan se pencha et l'embrassa, non pas avec l'urgence de la veille, mais avec une lenteur délibérée qui était en quelque sorte encore plus intense. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec un but, explorant, savourant, comme s'il avait tout le temps du monde et avait l'intention d'utiliser chaque seconde. Ivy fondit dans le baiser, ses mains glissant sur son torse nu, sentant les muscles se contracter sous son toucher. Elle aimait ça, le pouvoir de faire réagir son corps, de savoir qu'elle l'affectait autant qu'il l'affectait. La main de Tristan traça la courbe de sa taille, glissant sous la combinaison qu'elle avait portée après la nuit précédente, et Ivy haleta contre ses lèvres lorsque ses doigts trouvèrent la peau nue. « Est-ce que ça va » demanda-t-il en se reculant assez pour croiser son regard. Vérifiant. Toujours vérifiant. « Oui » murmura Ivy. « Plus que bien. » C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Ses mains devinrent plus audacieuses, explorant les courbes de son corps avec une révérence qui faisait qu'Ivy se sentait adorée. Lorsqu'il tira la combinaison par-dessus sa tête, l'enlevant complètement, elle ne ressentit ni honte ni peur, seulement du désir. Il la regarda vraiment, ses yeux parcourant chaque centimètre de sa peau exposée, y compris les cicatrices qu'elle avait toujours cachées. Et dans son regard, il n'y avait ni répulsion ni pitié, seulement une pure admiration. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue » dit Tristan, sa voix chargée d'une émotion qui allait bien au-delà du désir physique. Puis il se pencha et commença à embrasser son corps, sans hâte, méthodiquement, comme s'il cartographiait chaque centimètre d'elle. Ses lèvres tracèrent la courbe de son cou, la ligne de sa clavicule, la vallée entre ses seins. Et quand il atteignit les cicatrices sur ses épaules, il les embrassa avec la même attention, peut-être même plus, comme s'il essayait de guérir chaque vieille blessure avec sa bouche. Tristan, soupira Ivy, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux, le tenant plus près, alors même que l'intensité de ce qu'elle ressentait l'effrayait. « Dis-moi ce que tu veux » murmura-t-il contre sa peau, ses lèvres descendant plus bas, embrassant l'espace entre ses seins, la courbe de son ventre. « Dis-moi comment te faire du bien. »« Je ne sais pas » admit Ivy, la voix tremblante. « Je n'ai jamais. Personne n'a jamais demandé. » Tristan releva la tête, ses yeux rencontrant les siens, et il y avait quelque chose en eux, un mélange de désir et de tendresse qui lui serra le cœur. « Alors découvrons-le ensemble, » dit-il. Et il le fit. Avec patience et attention, il apprit son corps, ce qui la faisait soupirer, ce qui la faisait halter, ce qui la faisait s'arquer contre lui. Et Ivy, à son tour, explora le sien, découvrant qu'elle aimait la façon dont il gémissait quand elle embrassait un certain endroit de son cou, comment ses muscles se tendaient quand elle passait légèrement ses ongles dans son dos. C'était une danse, maladroite par moments, mais magnifique dans son honnêteté. Quand Tristan se positionna finalement au-dessus d'elle, se soutenant sur ses coudes pour ne pas l'écraser, ses yeux rencontrèrent les siens une fois de plus. « Es-tu sûr » demanda-t-il, même s'il connaissait tout de la réponse. « Oui » dit Ivy en le tirant plus près. « Je te veux. Je te choisis. » Les mots signifiaient plus qu'un simple consentement physique, ils étaient un choix émotionnel, une déclaration que ça, c'était réel, voulu et choisi. Tristan entra en elle lentement, prudemment, ses yeux ne quittant jamais les siens, surveillant chaque expression, chaque respiration, s'assurant que tout allait bien. Et quand ils furent complètement unis, il fit une pause, lui permettant de s'ajuster, son front pressé contre le sien. « Ça va » chuchota Théil. « Oui » répondit Ivy. Et c'était vrai. Il n'y avait pas de douleur cette fois, juste le sentiment accablant de connexion, d'intimité, de deux corps ne faisant qu'un. Ils bougèrent ensemble dans un rythme qui était uniquement le leur, pas précipité, mais profond, chaque mouvement délibéré et significatif. Tristan l'embrassait en bougeant, ses lèvres capturant chaque plainte qui lui échappait, et Ivy s'accrochait à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui tournait. « Tu es si belle comme ça » murmura Tristan contre ses lèvres, la voix rauque. « Si parfaite. Si mienne. »« Tienne » répéta Ivy. Et pour la première fois de sa vie, appartenir à quelqu'un ne ressemblait pas à un emprisonnement. Cela ressemblait à une libération. La tension monta entre eux, grandissant par vagues de plus en plus intenses, jusqu'à ce qu'Ivy sente quelque chose en elle se briser et non pas éclater, mais se libérer, comme un barrage cédant sous la pression.
Elle cria le nom de Tristan, son corps s'arquant contre le sien, et il suivit quelques instants plus tard, enfouissant son visage dans son cou, son corps tremblant sous la force de sa libération. Ils restèrent ainsi un long moment, les cœurs battant en une synchronie frénétique, les corps encore entrelacés, respirant, s'apaisant progressivement. Tristan roula sur le côté, l'entraînant avec lui pour qu'elle repose sur son torse, sa main traçant des motifs paresseux sur son dos nu. C'était. Commença Ivy, mais elle n'avait pas de mots. Oui, approuva Tristan en embrassant le sommet de sa tête. Ça l'était. Ils restèrent dans un silence confortable pendant un moment, existant simplement dans l'espace de l'autre, jusqu'à ce qu'Ivy rassemble finalement le courage de dire ce qu'elle avait sur le cœur. Tristan, dit-elle doucement en levant la tête pour le regarder. Je crois que je tombe amoureuse de toi. Elle s'attendait à voir de la surprise, peut-être de l'inconfort. Au lieu de cela, elle vit du soulagement. Dieu merci, dit-il en laissant échapper un rire qui ressemblait plus à un soupir. Parce que je suis déjà complètement amoureux de toi, et ça commençait à devenir difficile de le cacher. Les larmes brûlèrent les yeux d'Ivy, des larmes de bonheur cette fois. Tu le hais ? Oui, dit fermement Tristan, la tournant pour qu'elle soit allongée à côté de lui, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Je suis tombé amoureux de la femme courageuse qui a tenu tête à son père. De la femme intelligente qui change des vies par son travail. De la femme bienveillante qui traite chaque domestique avec respect. De la belle femme qui me laisse la toucher, la connaître, l'aimer. Il marqua une pause, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Je suis tombé amoureux de toi, Ivy. De tout toi. Et je ne regrette pas un seul instant. Moi non plus, murmura Ivy en l'embrassant doucement. Ce mariage était arrangé, mais l'amour. L'amour était notre choix. Le meilleur choix que j'ai jamais fait, approuva Tristan. Ils firent l'amour à nouveau, plus lentement cette fois, savourant chaque contact, chaque baiser, chaque moment. Et quand ils se levèrent finalement des heures plus tard pour affronter la journée, tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé. Ils n'étaient plus seulement mari et femme par obligation. Ils étaient partenaires. Ils étaient amants. Ils étaient des âmes qui s'étaient choisies contre toute attente. Et rien, ni la société, ni la famille, ni le passé ne pourraient leur enlever ça. Les mois qui suivirent la nuit où Ivy et Tristan avaient enfin admis leurs sentiments furent transformateurs d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu prédire. Ce qui avait commencé comme un mariage arrangé, froid et silencieux, s'était épanoui en un partenariat qui allait bien au-delà de l'amour romantique. C'était du respect mutuel, de l'admiration, et un désir sincère de voir l'autre s'épanouir. Ivy découvrit qu'aimer Tristan ne signifiait pas se perdre en lui, au contraire, son amour la rendait plus forte, plus audacieuse, plus elle-même. Un mardi matin, Ivy était dans le bureau que Tristan avait insisté pour lui préparer, une pièce lumineuse au 2e étage donnant sur les jardins, avec un élégant bureau en acajou, des étagères remplies de livres sur l'administration, l'économie et les droits des femmes, et un fauteuil confortable près de la fenêtre où elle aimait réfléchir. Elle examinait les plans du nouveau projet qu'elle avait proposé au comité, un programme d'éducation pour les femmes à faible revenu qui enseignerait non seulement les compétences domestiques traditionnelles, mais aussi l'alphabétisation, les mathématiques de base point. Et même de la comptabilité de base, des outils qui leur donneraient une réelle indépendance. Tu fronces les sourcils. La voix de Tristan s'éleva depuis l'embrasure de la porte. Cela signifie soit que tu es profondément concentré, soit que quelque chose ne va pas. Ivy leva les yeux et sourit en le voyant appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, l'observant avec cette expression qu'elle avait appris à reconnaître, une affection mêlée d'admiration. Un peu des deux, s'avoua-t-elle. Les chiffres tiennent la route, mais j'ai peur que le comité trouve le programme trop radical. Tristan entra dans le bureau et marcha jusqu'à se tenir derrière son fauteuil. Il se pencha, posant ses mains sur ses épaules, et Ivy s'abandonna instinctivement à son contact, sentant la tension de ses muscles commencer à se dissoudre. « Tu apprends aux femmes à être indépendantes, » dit-il, ses mains commençant à masser doucement ses épaules. « Cela sera toujours considéré comme radical par ceux qui préfèrent le statu quo. Mais c'est exactement pour cette raison qu'il faut le faire. Et s'ils le rejettent ? Alors tu trouveras un autre moyen. Tu le trouves toujours. » Il se pencha davantage, ses lèvres effleurant son oreille. « Tu es la femme la plus déterminée que je connaisse, et aussi la plus intelligente. Il serait fou de te rejeter. » Ivy tourna la tête, capturant ses lèvres dans un baiser bref mais doux. « Merci de croire en moi.
Toujours. Toujours, répondit Tristan en se redressant. En fait, je suis venu pour une raison précise. Je veux te montrer quelque chose. Intrigué, Ivy suivit Tristan à travers les couloirs de Montgomery Hall jusqu'à atteindre une partie de la demeure où elle se rendait rarement, le couloir menant à l'aile administrative du domaine. Tristan s'arrêta devant une double porte en chêne, les mains sur les poignets, et se tourna vers elle avec un sourire qui semblait à la fois nerveux et excité. « Prête ?» demanda-t-il. « Pourquoi ? Tu verras. » Il ouvrit les portes, révélant un vaste bureau élégamment meublé. Mais ce n'était pas n'importe quel bureau, c'était clairement un espace conçu pour servir de siège à une organisation. Il y avait plusieurs pupitres, des classeurs, des étagères vides attendant d'être remplies et une table de réunion assez grande pour accueillir 10 personnes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Ivy en entrant lentement, ses yeux assimilant chaque détail. « C'est à toi », dit simplement Tristan. « Ton espace. Pour ta fondation. » Ivy pivota brusquement pour lui faire face. « Ma fondation ? » Oui. Tristan s'avança vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Ivy, le travail que tu accomplis est trop important pour dépendre des décisions de comités qui te soutiendront ou non selon leur bon vouloir. Tu as besoin d'une autonomie totale. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas créer ta propre fondation ? Un endroit où tu pourras mettre en œuvre tes idées sans avoir besoin de l'approbation de personne, sauf la tienne. » Ivy le regarda, sentant l'émotion lui nouer la gorge. « Tristan, c'est trop. Je ne peux pas accepter. » « Ce n'est pas trop, » l'interrompit-il doucement. « Et ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. En toi, en ton travail, en toutes les femmes que tu vas aider. » Il marqua une pause, pressant ses mains. « De plus, j'ai déjà établi la fondation légalement. Tu en es la directrice exécutive. Je ne suis qu'un donateur silencieux et, si tu le permets, un conseiller occasionnel. » Les larmes montèrent aux yeux d'Ivy. Personne n'avait jamais cru en elle de cette façon. Personne ne lui avait jamais donné non seulement des encouragements, mais de véritables outils pour réaliser ses rêves. « Je ne sais pas quoi dire », chuchota-t-elle. « Dis que tu acceptes. Dis que tu vas construire quelque chose d'incroyable ici. » Tristan sourit, essuyant une larme qui s'était échappée sur sa joue. « Et peut-être, laisse-moi t'aider de temps en temps, parce que j'apprécie assez de travailler à tes côtés. » « Oui, » dit Ivy en riant à travers ses larmes. « Oui, j'accepte. Et oui, tu peux m'aider. Nous sommes partenaires, après tout. » « Partenaires » répéta Tristan en l'attirant dans une étreinte serrée. « En tout. » Au cours des semaines suivantes, Ivy se plongea dans le travail pour établir la Fondation Éducation et Liberté, un nom qu'elle choisit soigneusement car il capturait exactement ce qu'elle voulait accomplir. Avec le soutien financier de Tristan et les relations de Margaret, elle réussit à recruter des enseignants qualifiés, à louer un bâtiment approprié dans le centre de Londres et à commencer à promouvoir le programme. La réponse fut bouleversante. Des dizaines de femmes s'inscrivirent dès les premières semaines, certaines jeunes et avides d'apprendre, d'autres plus âgées, ayant passé leur vie sans éducation formelle et voyant là une seconde chance. Tristan l'accompagnait souvent aux réunions de la fondation, s'asseyant discrètement au fond de la salle pendant qu'Ivy présidait les discussions, prenait des décisions et résolvait les problèmes. Et le soir, quand ils rentraient à Montgomery Hall, ils dînaient ensemble, non pas aux extrémités opposées de la longue table formelle, mais côte à côte à la petite table du petit salon, où ils pouvaient discuter aisément. « Comment s'est passée la première journée de cours » demanda Tristan un soir en versant du vin pour eux deux. « Incroyable, » dit Ivy, le visage illuminé. « Tu aurais dû voir ça, Tristan. Il y avait une femme, Sarah, qui a 42 ans et n'avait jamais tenu un stylo auparavant. Aujourd'hui, elle a écrit son nom pour la première fois. Elle a pleuré. Nous avons toutes pleuré. » L'expression de Tristan s'adoucit. « Tu changes des vies, Ivy. Tu les changes vraiment. »« Nous changeons des vies, » corrigea-t-elle. « Je ne pourrais pas faire ça sans toi. »« Tu le pourrais, » désapprouva doucement Tristan. « Mais j'ai le privilège d'être à tes côtés pendant que tu le fais. » Ils discutaient constamment d'idées désormais, Tristan offrant des perspectives commerciales, Ivy apportant l'élément humain qui lui manquait parfois. Ils étaient complémentaires d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Un soir, après un dîner particulièrement productif où ils avaient planifié l'expansion de la fondation vers d'autres villes, Ivy se surprit à simplement observer Tristan alors qu'il lisait du courrier près de la cheminée. Il leva les yeux,
surprenant son regard, et sourit. Qu'y a-t-il? Je suis juste reconnaissante, dit Ivy. Pour toi. Pour ça. Pour tout ce que nous sommes devenus. Tristan posa les papiers et tendit la main. Ivy la saisit, le laissant la tirer du canapé où elle était assise pour l'installer sur ses genoux. Elle se blottit contre lui, la tête posée sur son épaule, sentant ses bras se refermer autour d'elle. Tu sais ce que j'ai réalisé, dit Tristan, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. Quoi? Quand nous nous sommes mariés, je pensais perdre ma liberté. Être forcé dans une vie que je n'avais pas choisie. Il fit une pause, embrassant le sommet de sa tête. Mais tu ne m'as pas ôté ma liberté. Tu m'as libéré. Des attentes, de la solitude, d'une vie vide de sens réel. Ivy leva la tête pour le regarder, les yeux brillants. Tu as fait la même chose pour moi. Tu m'as montré que je pouvais être plus que mon passé, plus que mes cicatrices. Tu as toujours été plus, affirma Tristan fermement. Je t'ai juste aidé à t'en souvenir. Ils s'embrassèrent, un baiser lent et profond qui s'intensifia rapidement, comme toujours entre eux. Tristan la souleva du canapé, la portant à l'étage vers leur chambre, non plus des chambres séparées, mais un espace partagé qui était indéniablement le leur. Et là, dans l'intimité de leur chambre, ils firent l'amour avec la familiarité de deux personnes connaissant parfaitement le corps de l'autre, mais aussi avec une passion qui n'avait jamais faibli. Chaque caresse était une promesse, chaque baiser une déclaration, chaque moment partagé une célébration de s'être trouvé contre toute attente. Plus tard, allongé et enlacé, Tristan traça du bout des doigts les cicatrices sur son dos, chose qu'il faisait fréquemment désormais, comme pour lui rappeler constamment qu'elle ne la définissait pas. Tu es la meilleure part de moi, Ivy, dit-il dans l'obscurité. Et je te choisis. Chaque jour, pour toutes les raisons du monde, je te choisis. Ivy se tourna pour lui faire face, leurs regards se croisant dans la pénombre. Et je te choisis. Pas parce qu'un contrat nous lie, mais parce que mon cœur ne connaît aucun autre choix. Nous avons fait quelque chose de beau de ce mariage arrangé, n'est-ce pas? Observa Tristan, un sourire effleurant ses lèvres. Oui, approuva Ivy en l'embrassant doucement. C'est vrai. Et alors qu'ils s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, ils savaient tous deux qu'ils avaient créé quelque chose de rare, un amour qui ne leur avait pas été donné, mais qu'ils avaient construit ensemble, pierre après pierre, choix après choix, jour après jour. Un amour qui était entièrement le leur. 2 années s'étaient écoulées depuis cette nuit de noces froide et silencieuse, et Montgomery Hall s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Ce n'était plus juste une maison, mais un foyer. Un lieu où l'amour n'était pas seulement ressenti, mais vécu dans chaque instant partagé, chaque décision prise ensemble, chaque rêve bâti côte à côte. C'était un matin de printemps, et Ivy se trouvait dans la roseraie qu'elle avait personnellement redessinée, la transformant d'un espace formel et rigide en quelque chose de plus sauvage et plus libre, exactement comme elle était devenue elle-même. Elle portait une robe en coton blanc, ses cheveux lâchés tombant en ondulation sur ses épaules, et il y avait de la terre sous ses ongles à force de planter de nouvelles pousses. Tu es radieuse. La voix de Tristan vint de derrière elle, portant ce ton d'admiration qui la faisait encore rougir même après tant de temps ensemble. Ivy se tourna, protégeant ses yeux du soleil avec sa main, et sourit en le voyant marcher vers elle. Il avait abandonné son veston formel, ne portant qu'une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'aux coudes, révélant des avant-bras bronzés par le soleil. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés par le vent, et il y avait une paix dans son expression qui n'existait pas lors de leur première rencontre. « Toi aussi », répondit-elle en se levant et en essuyant la terre de ses mains sur son tablier. « Bien que tu sois habillé de façon plus appropriée pour éviter de te salir. » Tristan la tira dans ses bras, ne se souciant ni de la saleté ni de l'odeur de rose et de terreau qui imprégnaient sa peau. « Ça ne me dérange pas de me salir, » murmura-t-il en l'embrassant tendrement. « Surtout si cela signifie être près de toi. » Ivy rit contre ses lèvres, enroulant ses bras autour de son cou. « Tu es devenu un incorrigible romantique. » Seulement avec toi, dit-il, ses yeux bleus pétillants d'humour et de quelque chose de plus profond. Seulement et toujours avec toi. Ils retournèrent main dans la main vers la maison où Martha les attendait avec des nouvelles. Milady, du courrier est arrivé de la Fondation. Cela semble important. Ivy prit l'épaisse enveloppe, reconnaissant immédiatement le sceau officiel. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais d'anticipation. Alors qu'elle l'ouvrait et lisait le contenu. « Tristan », dit-elle, la voix pleine d'une émotion contenue. Ils l'ont approuvé.
Approuver quoi? Demanda-t-il, bien qu'il le sût déjà à l'expression de son visage. L'expansion nationale. La Fondation Éducation et Liberté va ouvrir des antennes à Manchester, Birmingham, Liverpool et Édimbourg. Nous allons pouvoir atteindre des centaines. Non, des milliers de femmes. Des larmes brillaient dans ses yeux. Tristan, c'est réel. Nous faisons vraiment une différence. Tristan l'attira dans une étreinte serrée, sa propre voix rauque d'émotion. Tu fais une différence. C'est toi, tout ça, Ivy. Ta vision, ta passion, ton travail inlassable. Notre travail, corrigea-t-elle comme toujours. Nous sommes partenaires là-dedans. Ce soir-là, ils organisèrent un dîner intime pour célébrer l'événement, juste deux, Margaret et quelques femmes qui avaient joué un rôle clé dans le succès de la fondation. C'était un petit groupe, mais significatif, réunis autour de la table où Ivy et Tristan avaient partagé tant de conversations qui avaient changé leur vie. Margaret leva son verre de vin, les yeux brillants d'une fierté sincère. Un toast, dit-elle, la voix claire et forte. À ma belle-fille, qui a pris sa douleur et l'a transformée en vocation, qui a pris ses cicatrices et les a transformées en force, et qui me rappelle chaque jour que survivre ne suffit pas, il faut s'épanouir. À Ivy, répétèrent tout le monde en levant leur verre. Ivy sentit les larmes lui brûler les yeux, des larmes de bonheur, de plénitude, de gratitude pour avoir trouvé non seulement l'amour, mais aussi sa place dans le monde. Après le dîner, quand les invités furent partis et que la maison fut calme, Ivy et Tristan montèrent dans leur chambre, cet espace devenu leur sanctuaire, où ils n'étaient qu'Ivy et Tristan, sans titre ni attente. Juste deux personnes qui s'aimaient profondément. Tristan l'aida à déboutonner sa robe, ses doigts manipulant les petits boutons avec l'aisance de quelqu'un qui l'avait fait des centaines de fois, mais chaque fois semblait encore spécial, portant toujours ce courant électrique d'anticipation. Quand la robe glissa de ses épaules, révélant une peau marquée par des cicatrices qui n'étaient plus des sources de honte mais des symboles de survie, Tristan les embrassa comme il le faisait toujours, avec révérence, avec amour, avec la promesse silencieuse qu'elle était parfaite exactement telle qu'elle était. Je ne me lasserai jamais de ça, chuchota Ivy alors qu'il la guidait vers le lit. De quoi? Demanda Tristan en s'allongeant près d'elle, ses doigts traçant des motifs paresseux sur sa peau. De toi qui me touches comme si j'étais précieuse. De toi qui me regardes comme si j'étais extraordinaire. De toi qui m'aimes comme si j'étais suffisante. Tristan se redressa sur un coude, la regardant avec une intensité qui lui coupait toujours le souffle. Ivy, tu n'es pas suffisante. Tu es tout. Tu es mon tout. Tu es la première chose à laquelle je pense en me réveillant et la dernière avant de dormir. Tu es ma partenaire, ma confidente, mon amour, ma meilleure amie. Tu as transformé ma vie, de quelque chose auquel je survivais à peine, tu en as fait quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Tu as fait la même chose pour moi, dit Ivy en le tirant plus près. Tu m'as donné la liberté quand je m'attendais à la prison. Tu m'as donné le respect quand je m'attendais au contrôle. Tu m'as donné de l'amour quand je ne savais même pas que c'était quelque chose que je méritais. Ils firent l'amour cette nuit-là, non pas avec l'urgence nerveuse des premiers jours, ni avec la passion désespérée des nouveaux amants, mais avec l'intimité profonde de deux personnes qui connaissaient chaque centimètre du corps, de l'esprit et de l'âme de l'autre. C'était lent et profond, plein de murmures et de caresses qui étaient à la fois familières et toujours nouvelles. Plus tard, allongé et enlacé, Ivy traça la ligne de la mâchoire de Tristan avec des doigts paresseux. « Regrettes-tu parfois, demanda-t-elle doucement, d'avoir été forcé de m'épouser ?» Tristan captura sa main, la portant à ses lèvres pour embrasser chaque doigt. « Jamais. Pas une seule seconde. Ce mariage arrangé a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, parce qu'il t'a amené à moi. Même si ce n'était pas ton choix ? Ah, mais ça l'était. » Il sourit, ce sourire qui n'appartenait qu'à elle. « Je n'ai peut-être pas choisi le mariage, mais j'ai choisi de t'aimer. J'ai choisi de te respecter. J'ai choisi de construire une vie avec toi. Ce sont ces choix qui comptent, et je les referai tous sans hésitation. » Ivy sentit son cœur déborder. Moi aussi. Ils s'endormirent ainsi, les corps entrelacés, les cœurs battant à l'unisson. Deux survivants qui avaient trouvé l'un dans l'autre non seulement un refuge, mais une transformation. Les mois qui suivirent apportèrent plus de croissance, plus de changement, plus de vie. La Fondation Éducation et Liberté s'agrandit comme prévu, touchant la vie de milliers de femmes qui, comme Ivy, pensaient que leurs circonstances les définissaient à jamais. Ivy voyageait fréquemment pour superviser les nouvelles antennes,
et Tristan l'accompagnait toujours quand c'était possible, travaillant tous deux côte à côte, non seulement comme mari et femme, mais comme véritables partenaires dans une mission commune. Lors de l'un des événements de la Fondation, une jeune femme s'approcha d'Ivy, les larmes aux yeux. « Lady Montgomery, dit-elle, la voix tremblante. Je voulais juste vous remercier. Avant de trouver cet endroit, je pensais que ma vie était finie. Mais vous m'avez montré que je peux recommencer. Que mes cicatrices ne me définissent pas. » Ivy prit les mains de la jeune femme, reconnaissant en elle la fille qu'elle avait été elle-même. « Non, dit-elle doucement. Vos cicatrices ne vous définissent pas, mais elles font partie de votre histoire. Et votre histoire ne fait que commencer. » Quand Ivy raconta cette rencontre à Tristan ce soir-là, il la serra dans ses bras, embrassant ses cheveux. « Sais-tu ce que tu as fait, dit-il. Tu as pris ta douleur et tu l'as transformée en guérison pour les autres. C'est extraordinaire, Ivy. Nous avons fait ça, corrigea-t-elle encore une fois. Ensemble. Ensemble, acquiesça Théil. Toujours ensemble. Et c'était vrai. Ils formaient une unité maintenant, non pas parce qu'un contrat les y obligeait, mais parce qu'ils avaient choisi chaque jour de construire quelque chose de beau à partir de ce qui avait commencé comme une obligation. Par un soir d'hiver, exactement 3 ans après leur mariage, Ivy et Tristan se tenaient sur la véranda de Montgomery Hall, regardant la neige tomber doucement sur les jardins. Elle était enveloppée dans son étreinte, son dos pressé contre son torse, ses bras à lui l'encerclant de manière protectrice. « Es-tu heureuse » demanda Tristan, sa joue reposant contre le sommet de sa tête. Ivy réfléchit à la question. Elle y réfléchit vraiment, et réalisa que oui, elle était heureuse. Pas de la manière naïve et simple que promettaient les histoires romantiques, mais d'une manière profonde et réelle. Elle avait un but, elle avait de l'amour, elle avait la liberté. Elle avait un partenaire qui la voyait vraiment, et l'aimait, non pas en dépit de ses imperfections, mais avec elle. « Oui, dit-elle simplement. Je suis heureuse. Vraiment heureuse. » « Moi aussi, » murmura Tristan en embrassant doucement son cou. « Merci. » « Pourquoi ? » »« De ne pas avoir abandonné. De m'avoir donné une chance. De m'avoir montré à quoi ressemble le véritable amour. » Ivy se retourna dans ses bras, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Merci de me voir au-delà des cicatrices, » chuchota Théil contre ses lèvres. « Je n'ai jamais vu de cicatrices, » répondit Tristan, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés lors de leur première nuit ensemble. « Seulement ta force. Seulement ta beauté. Seulement toi. » Et là, sous la neige qui tombait doucement, 2 survivants devenus vainqueurs, qui avaient transformé un mariage arrangé en un amour véritable et rare, se tenaient enlacés. Leurs cicatrices étaient toujours là, physiques et émotionnelles, mais elles ne les définissaient plus. Ils avaient choisi de s'épanouir, et ensemble, ils continueraient à s'épanouir. Chaque jour. Pour toujours. En fin de compte, Ivy et Tristan ont prouvé que le véritable amour ne naît pas de choix parfaits, mais d'un courage quotidien. Ils ont pris un mariage qui n'aurait dû être qu'un contrat froid, et l'ont transformé en quelque chose de sacré. Non pas parce que c'était facile, mais parce qu'ils ont décidé de se voir vraiment. Ivy a appris que ses cicatrices n'étaient pas une faiblesse, mais le témoignage de tout ce à quoi elle avait survécu. Et Tristan a découvert que le plus grand pouvoir n'est pas de contrôler, mais de libérer. Ensemble, ils ont bâti une vie où l'amour n'étouffe pas, mais libère, où les blessures du passé ne dictent pas l'avenir, et où 2 étrangers forcés vers l'autel sont devenus des âmes qui se sont choisies. Chaque jour, de toutes les manières. Parce que parfois, l'amour le plus vrai est celui que l'on ne cherche pas, mais que l'on choisit de construire. Pierre après pierre. Choix après choix. Cicatrice après cicatrice. Et c'est peut-être là la plus belle leçon de toutes, peu importe comment nous commençons, ce qui compte, c'est qui nous décidons de devenir aux côtés de celui que nous aimons. Et vous ? Avez-vous déjà dû transformer quelque chose qui semblait impossible en quelque chose d'extraordinaire ? Avez-vous déjà dû choisir d'aimer quand il aurait été plus facile d'abandonner ? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton Super Thanks, votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui émeuvent. Dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez, nous adorons savoir que nos histoires voyagent à travers le monde pour toucher les cœurs.